Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir, on est en début de soirée. Bienvenue donc dans l'amphi Michelet de la Sorbonne, où nous allons parler de l'avenir passionnant de la mobilité, des transports. On va essayer de savoir comment on va se déplacer demain, en ville, hors des villes, en France et un peu partout dans le monde. On va essayer de regarder ce qui se passe. Je vais introduire un petit peu notre débat du soir. Donc, on va essayer de dessiner des scénarios pour le futur, mais pour ça, il faut déjà avoir un petit cadre, un peu de contexte, quelques éléments. Je vais vous parler des 3 grandes révolutions qui sont en cours et qui impactent la mobilité et la façon dont on se déplace aujourd'hui. La première, c'est évidemment celle de l'urbanisation, qui est un phénomène mondial. Vous savez qu'il y a plus d'un humain sur 2 aujourd'hui qui vit en ville. En 2050, quand on sera 9 milliards normalement, ce sera 2 tiers des humains qui vivront en ville. En Europe, rien qu'en Europe, on sera 80% à vivre dans des zones urbaines. Donc voilà, il y a ce phénomène-là qui soulève plein de défis, qui soulève le défi de répondre par le transport collectif à l'engorgement, qui soulève la question de quelle place pour la voiture dans une ville et dans un milieu urbain. Est-ce que la voiture individuelle, la voiture familiale, la voiture partagée, qu'est-ce qui va se passer pour la voiture? Plein de questions comme ça auxquelles on va répondre. La deuxième grande révolution, c'est celle du temps. C'est celle de l'accélération du temps, plus exactement.
Vous le savez, on a la Sainte Trinité, métro, boulot, dodo, c'est un petit peu fini. Aujourd'hui, on a de plus en plus de temps libre. C'est un paradoxe. On a de plus en plus de temps libre et pourtant, on a de plus en plus l'impression de disposer de moins de temps. On a l'impression d'être débordé tout le temps. Et pourtant, on a du temps libre. On passe deux tiers de notre temps éveillé, pas au travail, dans d'autres activités que le travail. Ça aussi, ça a un impact évidemment sur la mobilité, sur la façon dont il faut répondre aux nouvelles habitudes des Français et des gens en particulier. L'autre révolution, c'est la révolution numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une application pour tout. C'est un petit peu la fin du hasard. Maintenant, on ne peut plus trop se perdre. On ne demande plus tellement son chemin. Un touriste ne demande plus son chemin à un Parisien. Désormais, il a son appli qui lui dit où il faut aller. On a des sociétés dont la mobilité n'était pas le cœur de business qui maintenant proposent des services en matière de mobilité. Évidemment, le bon exemple, c'est Google. Google Maps, Google Earth, voilà, bientôt la Google Car, on en reparlera aussi sûrement. Mais même en France, des sociétés comme Casino ou même Ikea réfléchissent à une offre de services pour faciliter le transport de leurs clients. Il y a aussi évidemment cette tendance à l'ubiquité. On a tous envie d'être un peu partout en même temps. Et ce temps en flux tendu, il est évidemment la conséquence de nos smartphones, de cette technologie omniprésente. Étienne Klein, qui est prof à Centrale Paris, dit « L'activisme débordé nous tranquillise aujourd'hui, au point que nous supportons de plus en plus mal le temps passé sans écran. » Donc là aussi, quelle place pour l'écran dans les transports ? On va en reparler. Voilà, ces trois révolutions, celle du temps, celle de l'urbanisation et celle du numérique, elles ont des conséquences. C'est l'émergence de nouveaux espaces urbains que certains sociologues appellent les tiers-lieux. Donc c'est des gares qui deviennent des lieux de vie où on ouvre des crèches. C'est des cafés comme les Starbucks où on peut travailler, donner des rendez-vous. Ça devient des micro-villes. Certains lieux deviennent des micro-villes connectées. On va voir si c'est une tendance aussi forte pour le futur ou bien si c'est juste une mode. On va aussi beaucoup parler de la nouvelle génération qui préfère les vélos à pignon aux voitures et aux belles carrosseries. Il y a quand même toute une génération que la voiture individuelle ne fait plus rêver. Là aussi, je crois que c'est 60% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont motorisés contre 75% il y a seulement 30 ans. Quelles conséquences, là aussi, ça va avoir sur les transports doux, la prise en compte des transports doux en ville. On va en parler avec nos deux invités de ce soir. À ma gauche, Jean-Pierre Farandou, qui a passé plus de 20 ans à la SNCF. Il a notamment participé au lancement du TGV Paris-Lille. Il a été directeur du Thalys. Il a été responsable de toute la région lyonnaise, des transports dans toute la région lyonnaise pour la SNCF. Aujourd'hui, il est président du directoire de Keolis. Keolis, c'est un groupe qui est une filiale de la SNCF. En fait, c'est un opérateur privé qui imagine et exploite les réseaux de transport public de voyageurs. Donc, il vous racontera un petit peu Keolis. Mais Keolis, a commencé, c'était du bus. Et puis, après, c'était du tram, c'était du car, c'est du métro. Aujourd'hui, c'est de l'autopartage, c'est la prise en compte des transports doux. C'est la fameuse multimodalité dont on reparlera pour que tout le monde sache de quoi il en retourne. Et puis, il y a François Bélanger à ma droite. François Bélanger, il est consultant en prospective et en innovation, et il dirige Transit City. Donc, Transit City, c'est un programme très intéressant. Je vous invite à aller sur leur site. Programme de réflexion sur la ville et sur les modes de vie de demain. Donc, son idée, c'était de réunir des acteurs, tous les acteurs de la ville qui, d'habitude, ne se croisent pas, que ce soit des architectes, des historiens de l'art, des sociétés de transport, des personnes qui travaillent dans l'immobilier. Voilà. Et il travaille comme ça à la réalisation d'études et à des travaux de prospective pour de grandes entreprises comme Bouygues, PSA, entre autres. Voilà, il a publié plusieurs livres, je ne vais pas vous faire la liste, vous irez sur le site, c'est un site passionnant et extrêmement prospectif. Voilà, donc on va discuter 20 minutes, je vais poser quelques questions à nos intervenants pour un peu lancer les débats. Ensuite, il y a des personnes d'un panel qui sont des étudiants, qui sont là au premier rang, qui poseront à leur tour quelques questions pendant 20 minutes. Et puis vous aurez évidemment la parole pendant une bonne grosse demi-heure. Je vous demanderai de vous lever à chaque fois que vous posez une question. Voilà, c'est la seule petite contrainte. Vous pouvez vous lever et puis vous présenter. Voilà. Mais vous aurez du temps, donc une bonne demi-heure à la fin de nos débats. Donc peut-être on peut commencer tout de suite avec François Bélanger. Moi je me disais c'est peut-être pas mal de parler un petit peu de notre contexte et des ruptures qu'il y a eu ces dernières années. C'est-à-dire, pour comprendre où est-ce qu'on va, il faut déjà savoir où on est.
notamment sur la question de l'énergie chère, qui est une des grosses ruptures, et peut-être quelles sont les autres alors, auxquelles... Oui, quand on parle de prospective, c'est vrai qu'aujourd'hui l'input, c'est pas tellement les applications sur le iPhone. À la limite, tout ça, ça va devenir d'une banalité. C'est comme ça va devenir comme l'électricité. C'est un peu quel monde se dessine demain et comment on pense la mobilité. En gros, demain, vous l'avez dit, on sera 9 milliards, pratiquement plus de la moitié en ville. Mais ça veut dire quoi une ville demain ? Aujourd'hui, si vous prenez l'Afrique subsaharienne, c'est 800 millions de personnes. En 2050, c'est 1,8 milliard. Donc il y a 1 milliard de nouveaux Africains qui vont arriver d'ici 40 ans, dont plus de la moitié vivront en ville. Alors quand on fait de la prospective urbaine ou transport, c'est vrai que nous, occidentaux, on pense techniques qui ont marché au 19e siècle, qui se sont développées au 20e siècle. On pense aux technologies. Allez, passe un peu de temps à Lagos, vous comprendrez que les réponses que l'Occident a inventées au 19e et au 20e siècle ne vont pas marcher. Allez passer un peu de temps à Manille, allez passer un peu de temps dans son société. On comprend qu'aujourd'hui, il y a un monde qui se dessine qui n'est pas notre monde, qui n'est pas le monde en tout cas qui a été dominé par l'Occident depuis 4 siècles. L'Occident était persuadé d'inventer le monde et à diriger le monde. On sent qu'aujourd'hui, la croissance urbaine, si vous prenez une carte de demain, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Afrique, c'est l'Asie du Sud-Est. C'est Dhaka, c'est Kolkata, c'est un certain nombre de villes. Donc quand on fait de la prospective, c'est vrai que globalement, bon, puis c'est un peu incompréhensible, on est en France, donc on est sur des références et des techniques qui sont aujourd'hui dominées par des imaginaires nord-américains, technophiles et tout ça. On comprend bien que demain, ça va plus marcher. Quand on a eu la crise 73, il y avait 3 zones qui consommaient du pétrole. Il y avait l'Europe, les États-Unis et le Japon. Quand il y a la crise de 2008, il n'y a pas 3 zones. C'est le monde entier qui consomme du pétrole. La Chine est devenue le premier marché automobile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui que ça craque de partout. Si on continue sur la Chine est, alors avec des basculements en plus idéologiques qui sont assez drôles. En 70, ils étaient ringards parce qu'ils étaient en vélo, puis nous on était modernes parce qu'on est en voiture. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Ils sont ringards parce qu'ils veulent des voitures, et puis nous, on serait modernes parce qu'on voudrait des vélos. Bon, voilà, comme ça, vous avez des basculements qui peuvent arriver. Mais globalement, c'est quand même les Chinois ont découvert l'automobile individuelle il y a 10 ans. Depuis 1 an et demi, tout est fait pour limiter la place de l'automobile. À Pékin, donc, il y a un tirage au sort, c'est le vendredi soir. Si vous allez à Pékin, c'est à la télévision, c'est l'équivalent du tirage du loto. Et puis, quand vous êtes candidat à acheter une voiture, vous mettez votre nom, vous avez un numéro, et si vous êtes tiré au sort, vous avez le droit de payer 3 000 € pour acheter la plaque, et après, vous aurez le droit d'acheter votre voiture. Et la même décision d'être prise à Guangzhou. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, on voit à Pékin, je parle de Pékin parce que c'est pour un peu décentrer le débat par rapport à ce qu'on a en général habituellement sur les États-Unis et l'Europe, c'est qu'on voit, donc ils ont découvert l'automobile il y a 10 ans. Aujourd'hui, le 4e périph', ils appellent ça le parking à Pékin, parce qu'il ne bouge plus, tellement il est embouteillé. Pékin est devenu la ville la plus polluée du monde. Et vous voyez aujourd'hui émerger, alors ce n'est pas forcément dans les radars, des tas de solutions alternatives. Et des solutions qui sont parfois des solutions low cost et des solutions que nous, technophiles, on ne voit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup plus de certitude que l'automobile de demain s'invente éventuellement dans les cases de Dakar, à Dhaka, Calcutta, elle peut ressembler à des rickshaws, elle peut ressembler à des choses comme ça, qu'au sein de l'automobile à Paris. C'est-à-dire que là, quand on va au sein de l'automobile, ou quand on parle de solutions dont Jean-Pierre, j'imagine, évoquera, on est sur des systèmes relativement riches. Mais aujourd'hui, vous avez quand même les 3/4 de la planète qui ne peuvent pas s'offrir les systèmes sur lesquels nous, on a vécu. On a fait une croissance où il n'y avait pas de problème de matières premières, il y avait beaucoup de matières premières et peu d'hommes. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Peu de matières premières et beaucoup d'hommes. Donc toute la croissance historique urbaine et transport qu'on a connue depuis 2-3 siècles, elle arrive au taquet aujourd'hui. Bon, et on voit bien que les solutions de la voiture, de l'essence, enfin des solutions énergétiques, on va en reparler tout à l'heure, j'imagine, aujourd'hui vont arriver à attaquer. Et moi, j'ai une conviction, c'est qu'aujourd'hui, notre avenir risque plus de s'inventer là où on ne regarde pas, dans des relations sud-sud, qui sont en train de s'inventer sur une nouvelle logique. Récemment, j'étais en Inde, et à l'hôtel, j'ai retrouvé le gouvernement du Congo. Parlez du gouvernement avec le gouvernement de Kinshasa. Parlez du gouvernement des Congolais de Kinshasa, ils vous parlent un monde qui n'est pas notre monde. Et s'ils vont en Inde, c'est parce que nous, occidentaux, on ne sait pas répondre à leurs questions. Or, les enjeux urbains de demain, ils sont là. Voilà. Donc, ce n'est pas pour volontairement décentrer le débat, mais c'est juste par rapport à votre introduction de bien comprendre de quel monde on parle. L'Occident, aujourd'hui, va devenir minoritaire en termes de population. Le fait urbain occidental était un temps historique qui va trouver sa fin. Et les villes qui se dessinent de demain ne sont pas les villes que nous, on a connues. D'accord. On va reparler après, évidemment, de tout ce que vous avez vu et de tout ce que vous avez
vu comme expérience intéressante justement dans ces pays-là. Peut-être Jean-Pierre Farandou, un mot sur la multimodalité, l'intermodalité, ces termes un peu techniques, mais qui en fait sont essentiels pour comprendre ce qui va se passer demain dans l'offre de transport urbaine en tout cas. Oui, peut-être je voudrais commencer par prolonger ce qu'a dit François. Nous on le vit. Alors, si vous voulez, dans le débat, François va vous éclairer sur ce qu'il voit et le grand avenir, et nous on est plutôt le praticien qui de temps en temps, en commençant à mettre en pratique quelques tendances qui peuvent apparaître, on peut se tromper, on peut être dans le bon, et en plus ça ne veut rien dire parce que selon l'endroit du globe, comme l'a dit François, c'est pas les mêmes solutions. Moi je trouve que l'histoire de Keolis est assez en ligne avec ce qu'a dit François, puisqu'on a commencé par la France, ça c'est pas original, donc on est vraiment dans les logiques de l'organisation de la mobilité en France, et la multimodalité est une des réponses apportées par la France. C'est simple, hein, c'est au lieu de juxtaposer les modes, il faut être capable de les combiner, parce que quand vous vous déplacez, quand moi je me déplace, on ne prend jamais qu'un seul mode. On marche, on prend le vélo, on prend la voiture, on la gare, on prend un train. Arrivé à la gare d'arrivée, on prend un bus et on finit à pied. Voilà, donc tous nos déplacements sont multimodaux par construction. Hein. C'est du Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Nous sommes tous des déplaceurs multimodaux. Or, la manière dont on est gaulois, donc chacun s'était développé chez lui, dans son petit camp à soi. Quand je dis chacun, c'est à la fois les opérateurs, qui étaient donc spécialisés par mode. La SNCF faisait que du train, les transporteurs urbains faisaient que du bus, les loueurs de voitures louaient des voitures, les vélos, quand ça existait, c'était des assos locales, etc. etc. Et puis, à cette mosaïque d'opérateurs, vous aviez des mosaïques d'autorités organisatrices, puisque dans le transport public, vous avez des collectivités qui organisent tous ces transports. Et là encore, vous avez chacun chez soi. Donc, on a l'État, puis la région s'est occupée des trains, les départements s'occupaient des cars dans le département, les agglos s'occupaient des bus dans les villes. Voilà. Donc vous avez une double séparation des opérateurs qui techniquement s'occupaient de chacun de leur mode, et puis des collectivités qui essayaient d'organiser tout ça. Voilà. Donc ça, on comprend bien qu'une des idées toutes bêtes, c'est que tout ça soit tricoté ensemble. Alors une fois qu'on l'a dit, c'est là où ça se complique, parce que c'est pas si simple que ça d'organiser cette intermodalité, hein, comment on passe d'un mode à l'autre. Ça renvoie à une couche politique. Il faut que les collectivités s'entendent sur des sujets comme la tarification, hein, la carte orange pour les Parisiens. Quand vous transposez ça en province, il faut que la région, les départements, les agglos s'entendent sur les tarifs, tout compris, qu'on va proposer donc aux usagers. Il faut que les systèmes qui permettent d'acheter les abonnements, les cartes, là aussi soient coordonnés. On tombe sur des problèmes de normes, voilà, toujours très, très, très compliqués. Et puis qui se partage la recette, hein, bien sûr, on est tous d'accord pour baisser les prix, mais quand le prix global, qu'est-ce que la région va avoir, qu'est-ce que l'agglo va avoir? Et puis après, vous avez des problèmes de pôle d'échange, parce que quand on est un habitué des transports collectifs, on s'en sort bien. Mais imaginez un occasionnel, il est vite paumé. Hein. Comment je vais du train au bus en passant par la gare routière, c'est pas si simple que ça, etc. etc. Donc voilà. Donc ça, c'est un facteur important. Je voudrais peut-être, là aussi, pour lancer le débat, dire que Keolis illustre ce qu'a dit François. Donc nous, on est de culture française, puis européenne, puis anglo-saxonne. Donc en gros occidentale, si on fait court. Et là, on se retrouve. C'est-à-dire que les modèles ont plus ou moins d'avance. Il y a des bonnes idées à Stockholm qu'on peut transposer en France, etc. Mais le cœur de la philosophie d'approche des sujets est homogène. Ça va de Melbourne à New York, etc. On se retrouve. On a des réponses pour la zone dense. On y reviendra là aussi pour pointer ça. On commence à comprendre ce qu'il faut faire sur la zone dense. Encore, peut y avoir du débat. Hein. On est beaucoup moins en réponse sur les zones peu denses, parce que même s'il y aura 2/3 de la population 2050, il y en a un tiers qui ne sera pas dans les zones denses. Ils ont le droit à bouger aussi. Hein. Voilà, donc là-dessus, on se cherche. On n'a pas trouvé le modèle de l'organisation de la mobilité dans les zones peu denses. Par contre, on vient de franchir un premier pas en Inde. On est rentré par la technique. On est rentré par le métro automatique, puisque Keolis sait faire du métro automatique. Au passage, il n'y a pas que la RATP. Voilà. Donc Keolis sait faire du métro automatique à Lille, à Rennes, à Lyon, etc. Et là, on a vu que c'était un autre monde. Voilà, là, je suis tout à fait d'accord. Quand on arrive en Inde, c'est plus pareil. Je crois c'est évident qu'il y a deux données qui changent beaucoup. C'est la masse. Les masses n'ont plus rien à voir. Paris, c'est petit, quoi. Hein. Il faut juste se rendre compte que là, on a une échelle de masse à transporter qui n'a plus rien à voir. Donc là, les solutions ne sont plus du tout les mêmes. Et puis, effectivement, les questions financières, c'est-à-dire la capacité à mettre de l'argent pour développer des modes sophistiqués, est quand même moindre. Voilà. Donc effectivement, ça interroge. Voilà, donc, et là-dessus, je serai d'ailleurs humble, donc j'écouterai les conseils de François. Il est évident que quand Keolis va aller en Inde, on va embaucher des Indiens. Hein. Je veux dire, c'est pas nous, avec nos logiques françaises ou occidentales, qui allons trouver les bonnes solutions. On va amener les savoir-faire techniques, mais on aura besoin d'eux pour comprendre en profondeur comment la mobilité est organisée dans ces grandes villes d'Asie.
Justement, vous parliez de la densité, vous disiez on commence à savoir ce qu'il faut faire. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez repéré qu'est-ce qui nous attend peut-être en France aussi dans les 5-10 ans qui viennent, qui sont des recettes dont on sait qu'elles sont bonnes et qu'elles fonctionnent? Les modèles, on les voit à peu près. Alors après on verra qu'il faut des moyens pour les déployer. Donc on va tomber sur des questions de sous et de priorité. Donc, parce que des sous, on peut toujours en trouver, mais si on les met là, on ne les met pas ailleurs. Les modèles, et ça, ils sont assez transposables d'ailleurs dans les grandes villes, y compris asiatiques, c'est d'abord radial. C'est d'abord comment on transporte des grandes masses, des grandes quantités de population de manière rapide, sûre et régulière, c'est-à-dire des en dehors de la ville, dans la ville. Bon, ça s'appelle le RER en France, années 70, là on commence le concept est un peu ancien. Bon, mais ça, c'est quand même obligatoire, c'est-à-dire c'est quand même quelque chose qui va rester longtemps, nous semble-t-il, la capacité d'attraction des centres-villes, ou polymorphique, il peut y avoir plusieurs centres aussi dans les grandes agglos, mais n'empêche, cette capacité à avoir des dessertes sur une étoile ou plusieurs étoiles, des masses rapides, sûres, confortables, absolument indispensables et tout ce qui va avec. Deuxième idée, confère métro féerique, etc., c'est banlieue-banlieue. Il faut que les radiales soient complétées par des circulaires. Voilà, ça là-dessus on est en retard. On est très en retard, on est à peu près équipé dans les radiales, alors on est très très en retard dans les orbitales. Voilà, donc là-dessus, je pense que les idées commencent à arriver. Le problème, c'est les sous pour les réaliser. Ça, voilà, c'est un autre débat. Donc, on pourra peut-être aussi avoir ce débat sur si le transport est vital, il faudra bien qu'on trouve à le financer. S'il n'est pas vital, on aura des problèmes. Dans les financements aussi, on peut réfléchir à des optimisations. Où on est moins bon, et là, on est embryonnaire, c'est un de mes dadas, c'est le partage de la voirie. Je pense que là aussi, c'est une donnée de base. Une ville européenne, c'est une ville ancienne, elle ne se déforme pas facilement. Les avenues, elles sont comme elles sont. Haussmann est passé par là. On ne va pas tout massacrer dans Paris. Vous transposez à Toulouse, vous transposez à Bordeaux. Vous avez en donné une organisation des principaux voies routières d'une ville. Ça ne se déforme pas. Donc, c'est une donnée rare et limitée, la voirie. Cet espace-là, on en fait quoi? Je pense que ça, là-dessus, il y a capacité à aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on a commencé à la séparer avec des couloirs de bus, avec des couloirs de taxi, avec des pistes cyclables, je les mets sur la voirie, je les mets sur les trottoirs, ça je pense que c'est une bêtise, de mélanger les vélos et les piétons, etc., etc. Donc on voit un début d'approche, on va dire, spatiale entre les modes. Je pense qu'il faut aller plus loin. N'oublions pas les marchandises. Moi je suis voyageur, mais quand même, vous aimez bien avoir des commerçants de proximité. Il faut que les marchandises, elles arrivent. Il faut qu'elles repartent. Je pense que là-dessus, je ne sais pas si François a vu des choses ou dans la salle, je pense qu'on a à penser l'optimisation de la voirie. On a des choses à faire. Troisième point où on a encore des choses à faire, c'est le maillage fin. Là encore, on voit bien qu'à la française, j'allais dire, approche d'ingénieur, on fait des radiales, on fait des orbitales. Même quand vous avez fait ça, vous n'avez pas couvert tout le territoire. Comme l'idée, c'est effectivement, j'y crois profondément, c'est se passer de la voiture individuelle, la voiture propriétaire. Ça, je pense, c'est une constante. Je ne sais pas si elle est universelle, mais enfin, on sent que c'est quand même, ça c'est du lourd. C'est-à-dire que la ville soit rendue aux piétons, aux vélos, aux motos, etc. Les centres-villes en tout cas. Ça pose donc la question du maillage. Si je vais aller d'un point A à un point B, je ne vais pas avoir une gare d'entrée dans mon réseau radial et orbital tout près. Donc comment on va compléter ce maillage? Ça, là encore, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et d'ailleurs, il n'y a peut-être pas que des solutions très organisées. Il y a aussi ce côté, dans le transport public, vous avez souvent, ça fait référence à une organisation. On voit qu'il y a des élus qui ont réfléchi, il y a des services techniques, il y a des opérateurs, il y a beaucoup d'ingénieurs. C'est très structuré et organisé. Je pense qu'il y a un espace pour des choses beaucoup plus locales, beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptées, des associations, le modèle associatif, des initiatives, etc. Je pense qu'il y a aussi besoin de tout ça pour offrir finalement à l'usager ce dont il rêve. C'est je veux aller d'un point A à un point B de manière fiable, rapide, je veux décider ça au dernier moment, etc. etc. Je pense qu'on a encore des marges de progrès par rapport à l'ossature qui n'est pas encore complète pour offrir vraiment la fluidité de mobilité qui est demandée par les usagers. François, peut-être sur les initiatives non occidentales, qu'est-ce que vous avez vu un peu dans le monde pour régler tous ces problèmes de densité, d'affluence et peut-être ouvrir le débat ensuite sur une deuxième question, sur le contexte économique et la capacité d'innover dans ce contexte de crise aussi. Alors d'abord, dans le monde occidental, il y a un basculement. C'est-à-dire qu'en gros, vous demandiez, là on va réussir à un Européen ou un Français qui avait une quarantaine d'années dans les années 70-80, c'est quoi la mobilité? Vous disiez, c'est ma voiture. Aujourd'hui, vous demandez à un gamin, c'est quoi la mobilité? Il vous dit, ma paire de baskets et puis mon iPhone. Donc déjà, on voit que les références sont en train de changer. De façon plus générale, on voit aujourd'hui qu'on est en train de basculer d'un monde, on va dire, qui est plutôt un monde américain qui était sur la voiture individuelle, à un monde qui est plutôt un monde japonais,
D'ailleurs, quand vous faites un peu, si vous grattez un peu, quand vous demandez à un gamin aujourd'hui c'est quoi la mobilité efficace, écolo, moderne, il vous répond le TGV. Donc je suis désolé de le dire, mais le TGV c'est pas français, hein, c'est japonais, c'est les Shinkansen 64. Il vous dit la petite voiture, les microjets et les mini-jets c'est japonais, la voiture électrique c'est japonais, le téléphone portable c'est japonais. Les voitures compactes, c'est japonais. Le Walkman, c'est japonais. Les exosquelettes, vous savez, ces squelettes qui vont vous aider à marcher, surtout dans une société de vieux sur laquelle on se prépare, c'est japonais. Donc on voit aujourd'hui que via la culture manga, via un certain nombre de contraintes, il y a des imaginaires qui sont en train de disparaître. Voilà. Et qu'aujourd'hui, si vous demandiez à un jeune ingénieur, il y a une trentaine d'années, tu veux faire ta carrière où? Il vous disait les États-Unis. Aujourd'hui, on sent plutôt un tropisme sur l'Asie. Et donc, on peut être dans des logiques, parce que je mets le Japon dans l'Occident, on peut être dans des logiques relativement pays riches et tout ça, mais voir quand même des basculements. Ça, c'est important. Après, on voit aussi des basculements paradoxaux, qui sont les pays qui dépendent le plus de l'essence, notamment, je pense aux États-Unis, qui basculent plus vite. Parce que justement, ils dépendent plus de l'essence, ils basculent. En 2000, c'était quoi? C'était les dernières élections présidentielles des États-Unis, c'est 2008. Il y a eu 2 élections, tout simplement, et ça va dans ce sens-là, au moment des présidentielles. Il y a eu 2 votes importants en Californie. Il y en a eu un qui a été: est-ce que vous êtes d'accord pour augmenter la TVA pour faire un TGV? Vote oui. Que les Californiens votent une augmentation des impôts, c'était déjà une révolution. Schwarzenegger, en 2006, pour être réélu, est obligé de dire: j'attaque 6 constructeurs automobiles parce qu'ils polluent. Moi, je vivais là-bas à l'époque, donc j'en ai un souvenir. Les sondages étaient mauvais et basculent. Mais surtout 2008, ce même jour de l'élection du TGV, il y a la ville de Los Angeles qui dit: on vous propose la sortie de l'automobile de Los Angeles 2050. Est-ce que vous en êtes d'accord? Il n'y a pas un référendum comme ça qui s'est passé en Europe. Hein. On est bien d'accord. La mesure est acceptée. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté, il y a une vraie vision. Voilà. On dit: il faut sortir. On va se mettre à un objectif clair, compréhensible. Voilà. Bon. Depuis, je ne vais pas rentrer dans le détail, depuis 4-5 ans, à Los Angeles, enfin depuis 4 ans, c'est une succession de mutations, de réflexions qui sont faites avec les universités, avec des opérateurs locaux et tout, et on voit une créativité là-bas de réponse. Alors, c'est toujours un peu sous les radars, c'est au niveau local, je ne dis pas que c'est la grande réponse, mais moi, je n'y crois pas, la grande réponse. La grande réponse, c'était la société industrielle du 19e et du 20e siècle. Demain, il n'y aura pas une réponse, ça va être une multiplicité de réponses. Ce que disait Jean-Pierre sur, on avait un modèle unique, et ce modèle-là va craquer. Mais on voit que ça craque un peu de partout. Si vous allez à Londres, par exemple, ils font des travaux de prospective aujourd'hui sur l'essence chère. Ça rejoint la mobilité, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que disait Jean-Pierre. Ils ont réalisé en 2008 que lorsque le baril d'essence est passé à $150, je crois, ou pratiquement $200, qu'aujourd'hui, les aliments, en moyenne, qui arrivent dans votre assiette, font 2 à 3 000 km. Si vous prenez un pot de yaourt, entre les fraises qui viennent d'Espagne, entre l'opercule d'acier qui est dessus, qui vient éventuellement d'Allemagne, ça fait 2 à 3 000 km. Comment on mange demain, dans les grandes villes, si le baril d'essence est à $200? Vous ne mangez pas. Donc ils ont lancé toute une réflexion sur la ferme en ville. Voilà. Le Japon, ils ont un autre problème. D'abord, ils n'aiment pas trop les voitures. Le paradoxe, c'est que le premier constructeur automobile mondial, le Toyota, fait évidemment très peu de chiffres d'affaires au Japon. Il y a très peu de voitures au Japon, parce qu'il y a un tas de contraintes. Le Japon, ils ont un autre problème, c'est on va vieillir, on va rétrécir. Toute la prospective aujourd'hui de Tokyo se fait sur la notion de shrinking cities. Comment je me réorganise autour du transport collectif et ensuite des micro-voitures. Et les micro-voitures, leur modèle, c'est la voiture pour handicapés. Et pourquoi ils réfléchissent autrement? Parce qu'eux, ils n'ont pas une culture automobile très forte. Voilà. Un ingénieur de Toyota, qui est né dans les années 60, tous les matins sur la NHK, il voit Godzilla, il voit donc le robot exosquelette, il voit des robots, et donc il n'a pas de problème. Pour lui, la roue est simplement un épiphénomène. Donc il n'a pas de problème pour réfléchir autrement. Les Japonais ont accepté la roue simplement à la fin du 19e siècle. Pour une raison historique, comme il y avait beaucoup de montagnes, que les chevaux étaient réservés pour les guerriers, que les bœufs étaient réservés aussi pour les gens riches. Toute la mobilité s'est faite à pied ou s'est faite sur des modèles non techniques, et en tout cas certainement pas la roue. Eh ben, c'est déterminant leur façon de penser. Pour eux, la roue, c'est qu'une séquence. Donc ils vous sortent aujourd'hui des maglev, ils vous sortent des exosquelettes, ils vous sortent des tas de solutions qui ne sont pas les solutions qu'on a nous. Donc vous avez ici, alors je suis un peu brouillon, mais volontairement, c'est juste pour vous dire, vous prenez une ville comme Tokyo, ils vous racontent la ville, et puis ils vous dessinent des plans de ville où Tokyo, alors que jusque-là ils ont construit des polders, ça ressemble presque à une forêt. Ils repensent complètement la mobilité autour d'outils et de concepts que nous on ne comprend pas, avec vous savez, les robots qui marchent et tout ça. Mais eux, ils n'ont pas de problème culturellement avec ça. À Aichi, je me souviens en 2005, quand Toyota a présenté ça, je ne comprenais pas. Et puis après, le mec, il vous dit, nous, c'est Astro Boy.
Alors Astro Boy, c'est quoi? Astro Boy, c'est quand les Américains sont arrivés, ils nous ont parlé d'un surhomme qui avait été plus fort parce qu'il avait reçu la bombe atomique, c'était le Captain America. Bon, c'est la différence entre ceux qui envoient les bombes et ceux qui les reçoivent. Les Japonais, ils n'ont pas accepté ça. Ils ont pris l'anti-super-humain, ils ont fait un robot. Donc c'est l'Astro Boy 63. 64, c'est June 28, c'est le petit garçon qui dirige le robot. Après, c'est le petit garçon dans le robot. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas de problème de penser le robot comme moyen de transport. Parce que culturellement, c'est dans leur culture. Donc on a d'autres références, voilà. Et des ruptures comme ça radicales. Chicago repense son avenir autour de l'eau aujourd'hui. On a des ruptures radicales parce que dans les pays qui étaient riches et qui ont vécu avec des essences, on voit bien que ceux qui sont fragiles, les Japonais, les Américains, parce qu'ils dépendaient de l'essence, nous, on n'est pas encore malheureusement assez dans la merde pour faire ce jeu de rupture. Donc on fait le Grand Paris, c'est minable, on va avoir des vieux architectes qui nous font des dessins. Ça n'a aucun intérêt. La réponse, comment marche le Grand Paris qu'un litre d'essence à 3 €, pas de réponse dans les documents. Vous lisez, voilà, c'est le vrai de demain. Donc tout le travail des années à venir, c'est quoi? C'est de préparer les esprits à ces révolutions, à ces ruptures technologiques, techniques, auxquelles on n'est aujourd'hui pas prêt. Parce que ce que vous expliquez sur l'évolution du modèle américain, de la voiture individuelle, de l'habitat individuel et des courses hebdomadaires au modèle japonais, c'est finalement quelque chose d'assez inconscient, quelque chose d'assez latent, ou au contraire quelque chose de très... Enfin, les révolutions dont vous parlez vont être brusques, quoi. C'est ça, en fait. Il ne va pas y avoir un... Oui, elles vont être brusques. Alors nous, on a un peu de mal, par exemple, moi je travaille pour des opérateurs de centres commerciaux, et on a un peu de mal à le comprendre. C'est-à-dire que, bon, par exemple, si on prend les États-Unis, le modèle de la distribution japonaise se fonde absence de voiture. En plus, petit appartement, peu de frigidaire. Donc, je fais mes courses tous les jours. Donc, je ne vais pas à l'hypermarché. En plus, je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas de coffre. Le système américain, c'est j'ai de la place, je mets un hyper ou me la prends pas. J'ai une grande cuisine, un grand frigidaire. Je fais une fois par semaine, je remplis le coffre et j'y vais. Japonais, petite cuisine, petit frigidaire et tout. Ils font les courses tous les jours. On ne peut pas conserver de la nourriture dans un appartement japonais. Ça n'existe pas, c'est trop petit. Donc, eux, c'est sur la proximité. Il y a 10-15 ans, vous alliez chez Auchan, Carrefour, tous les promoteurs de centres commerciaux, les Unibail, ils allaient aux États-Unis. Depuis 10 ans, ils ne vont plus aux États-Unis, ils vont au Japon. Depuis 2008, aucun centre commercial indoor s'est monté aux États-Unis. Voilà. Et le dernier qui s'est monté, c'est une vraie catastrophe. L'Américain ne vit plus dans un centre commercial indoor. Vous avez, alors, c'est un peu comme l'étoile morte, si vous voulez. La lumière nous arrive encore, mais le modèle... C'est déjà fini. C'est déjà fini dans le pays qui l'a inventé, si vous voulez. Et donc, on a des ruptures comme ça, successives, qui sont en train de craquer. Alors ça, on parle sur le mode occidental. Et puis, vous avez des ruptures qui sont parfois, qu'on ne voit pas, sur des réponses de mobilité. Moi, par exemple, mon analyse de la révolution égyptienne est directement liée à l'arrivée du rickshaw indien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rickshaw, avant, c'était le truc de pauvre, et ça avait été inventé dans un pays pauvre, puisque c'était le Vespa au départ, c'était l'Italie, après ça arrive en Inde. Et puis peu à peu, avec la montée en puissance du monde arabe et de Dubaï devient une plaque tournante où vous avez plein d'Indiens qui cherchent à faire du business entre l'Inde et l'Afrique. Donc on commence à importer des rickshaws. Il n'y avait pas un rickshaw en Inde il y a 3-4 ans, il y en a 100 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça change radicalement les villes. Parce que peu à peu, les femmes qui ne pouvaient pas se déplacer parce qu'elles ont une robe longue, on s'assoit pas loin, elles ont pu se déplacer. Le mec qui a un rickshaw, il nous invente quelque chose de nouveau. Le matin, il emmène en effet les enfants à l'école. Le matin, il fait le taxi. L'après-midi, il transporte des parpaings, il transporte des briques. Et puis le mec, il est connecté. À l'arrière du rickshaw, il y a un numéro de téléphone mobile. Donc ils sont en train, aujourd'hui, vous avez l'émergence comme ça du low-tech, parce qu'on va dire que le rickshaw, c'est comme du low-tech. Hein. Vous savez, excusez, le rickshaw, excusez-moi. Le rickshaw, c'est le Vespa, c'est le 3 roues que vous avez en Inde, qui est en gros un chauffeur devant et 3 places, si vous n'êtes pas trop gros derrière, 2 places si vous êtes occidentaux. Une sorte de tuk-tuk. De tuk-tuk, oui, ce que vous avez voilà. Le tuk-tuk, c'est un truc qu'on avait complètement méprisé. Ben, aujourd'hui, vous faites de la prospective, vous allez aux États-Unis, à Los Angeles, ils travaillent sur des nouveaux tuk-tuk. Donc, ce n'est pas la fin de la voiture individuelle, mais c'est un autre type de voiture individuelle. Et ça ne va pas aller, en effet, comme ce que disait Jean-Pierre, ça ne va pas aller contre. On n'est pas dans le ça ou ça. Ça va aller dans et ça, et ça, et ça. Et aujourd'hui, vous avez... Et donc, si je reviens juste sur l'Égypte, la mobilité sur la vallée du Nil a complètement changé. Quand il y a 2 ou 3 ans, on disait ça va quand même changer la sociologie des gens, le téléphone portable, les gens peuvent se déplacer. Comme par hasard, vous avez une révolution arabe peu de temps après. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses aujourd'hui qui fait que quand on commence à pouvoir se déplacer plus facilement, que les femmes peuvent commencer à se déplacer. Et aujourd'hui, si vous allez en Afrique, le marché le plus croissant, ce n'est pas le marché de la bagnole. En plus, les Africains ne veulent pas de nos bagnoles parce qu'ils ne peuvent pas les réparer après, c'est l'enfer. C'est les tuk-tuk qui arrivent d'Inde et les tuk-tuk qui sont en train d'arriver de Chine. Là, les Chinois et les Indiens sont en train d'inventer une nouvelle réponse. Low-tech, pas beaucoup d'essence, ça se répare tout seul. Enfin, c'est des trucs de bricolo. Mais c'est complètement en émergence avec les nouveaux imaginaires des gamins aujourd'hui. Je veux pas de voiture, je veux bricoler mon truc moi-même. Donc vous avez comme ça, si vous voulez, des cycles et des inventions qui sont en train de complètement bouleverser
nos schémas mentaux, nos schémas industriels, nos réponses produits, nos réponses de l'innovation. Alors, justement, Jean-Pierre, qu'est-ce que Keolis met en place? Je sais que vous mettez en place des... Quand vous dites tout à l'heure, il faut inciter les gens à prendre plusieurs transports, à peut-être laisser leur voiture dans un parking et monter dans un tramway. Quel travail on fait d'expérience, est-ce qu'il faut proposer des services, voilà, qu'est-ce que vous inventez comme solution pour inciter les gens à des déplacements plus durables, et plus mobiles et plus intermodaux? Alors, je vais donner un exemple et puis je vais relancer aussi ce qu'a dit François. C'est l'intérêt du débat, c'est qu'on rebondisse les uns sur les autres. Alors d'abord, ce qu'on voudrait dire en étant un peu pompeux, c'est... là encore, il faut reprendre l'exemple de, vous l'avez dit dans votre introduction, comment l'entreprise a évolué. L'entreprise, elle évolue en fonction de son environnement. Elle essaie même d'anticiper. Si elle n'est pas trop mauvaise, elle essaie d'avoir un petit coup d'avance. On a eu toute la séquence des modes. Comme on l'a dit, il y a 20 ans en arrière, on faisait des bus parce que voilà, il y avait des bus. Après, les métros sont arrivés assez tôt d'ailleurs dans ce pays. À Lyon, on a ouvert le premier métro automatique déjà dans les années 70. Donc le métro a commencé à arriver. À Paris, bien sûr, il était déjà là. En automatique, c'est quand même un peu plus récent. Puis les tramways, retour des tramways. Donc ça y est, on a les modes de base, les bus, les tramways, les métros et toutes leurs variantes. Ça, c'est acquis. Phase suivante, relativement récente quand même, c'est une dizaine d'années, c'est donc la multimodalité, comment on combine tout ça. En rajoutant le stationnement, parce que comme on l'a dit, durablement dans ce pays, il y a quand même des zones rurales ou des zones périurbaines où c'est un peu compliqué de se passer complètement de la voiture. Le tout, c'est convaincre les gens de la laisser très vite dans un parking pour se connecter dans un système de réseau de transport collectif. Voilà. Donc il ne faut pas qu'ils continuent en voiture, il faut vite les inciter à laisser leur voiture. Donc je pense que la politique de parking et tout ce qui peut aller avec est aussi importante. La phase suivante, alors là on est vraiment embryonnaire et des gens comme François, ils peuvent bien sûr nous aider à progresser, c'est comprendre que le transport, c'est pas une fin en soi. En fait, rares sont les gens, c'est pas un service premier le transport. Vous prenez pas le transport pour le transport, vous prenez le transport pour réaliser une fin. Aller au travail, aller au cinéma, etc. etc. Donc ça, il y a quelques personnes qui prennent le transport, qui vont voyager toute la journée sur une ligne pour le plaisir de découvrir la ligne, mais ils sont quand même assez rares. Ouais, ça peut exister, mais c'est rare. Bon, alors là, et récemment, on a eu un exemple qui était intéressant. Alors, c'est une espèce de prototype, mais qui fait réfléchir. On est dans une zone périurbaine, dans une ville moyenne. Vous avez une ligne de bus qui relie le centre-ville à une zone périurbaine, vous savez, moitié zone d'activité, des zones un peu curieuses, un peu comme ça. Et vous avez un parking relais, donc c'est bien foutu sur le papier. Là, les élus, ils ont bien travaillé, ils ont une ligne de bus, il y a un parking relais, la ligne ne marche pas du tout. Vraie catastrophe, pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent en voiture à la hauteur du parking relais, ils continuent. C'est une ville moyenne, il n'y a pas encore tant de bouchons que ça, on continue. Donc zut, le flop total. Bon. Et là, il y en a un qui a une bonne idée, peu importe d'où elle vient, on va tenter quelque chose. Alors ce quelque chose, ça consiste à mettre un cabanon et une personne. Déjà, on humanise, c'est-à-dire que la notion de service est important. C'est le paradoxe du monde moderne, il y a des outils de mobilité, de la mobilité partout. De temps en temps, on aime bien voir des gens. Ça fait quand même du bien de voir des gens. Donc là, on met une cabane, à peu près propre, avec une personne. Première idée. Deuxième idée, alors là, c'est du marketing des transports au marketing de l'usage. Comme on est en zone périurbaine, il y a une grande distribution qui n'est pas très loin, ça va souvent avec. Et là, vous savez, on peut commander sur Internet et comment je fais pour récupérer. Mais là, on a dit, c'est simple, cette grande surface, elle va apporter les courses dans le cabanon. Comme il y a un cabanon avec une personne, c'est safe, il n'y a pas de problème. Et le soir, quand vous allez rentrer par votre ligne de bus du centre-ville, en récupérant votre voiture, vous récupérez vos courses. Dès qu'on a fait ça, le parking, il a fait ça, et la ligne de bus, elle a fait ça. Alors, 20, 30, 40 personnes, mais quand même. C'est-à-dire que le fait d'avoir compris qu'il y avait un usage, un méta-usage qu'on pouvait servir en incluant une réponse transport collectif, ça a fait déclencher l'usage du transport collectif. Donc ça, je pense que le défi qu'on a, nous, opérateurs du transport collectif, c'est ça, c'est se dire bien comprendre le vrai besoin fondamental de l'usager et comment, dans une chaîne globale de services, on va mettre du transport collectif en réponse à ce besoin. Voilà, ça, je crois que c'est intéressant. Deuxièmement, je voulais donc rebondir aussi sur l'exemple qu'a donné François, qui est intéressant parce qu'il donne des exemples culturels. Et je pense qu'il y a une dimension culturelle dans cette affaire-là. C'est-à-dire que la mobilité, elle est quelque part universelle, mais quelque part culturelle. Alors, il y a le modèle américain, on l'a bien compris, il suffit d'être allé aux États-Unis, c'est la voiture, chez les dominants, les grands espaces, il faut la voiture, etc., etc. Bon, de notre côté, le modèle le plus abouti de la densité, c'est le Japon, à coup sûr, un pays de montagne, il n'y a pas beaucoup d'espace, des villes hyper denses, grosse population, voilà. Je pense que moi, le modèle européen sera quelque part au milieu. Parce qu'une des différences culturelles, c'est une notion de liberté. C'est-à-dire le japonais, je pense, accepte une culture très, très organisée, où la vie privée des gens est quand même prise en charge. C'est-à-dire quand vous allez au Japon, moi, je rêverais de faire le métier que je fais au Japon, c'est un très très beau métier. Parce qu'en fait, les transporteurs japonais vous prennent en charge du matin au soir. C'est-à-dire, dès que vous vous levez, vous rentrez dans leur monde,
Et là, on s'occupe de tout. Vous allez trouver bien sûr toute la distribution de proximité dans les gares, on vous vend des loisirs, on vous vend des crèches, on vous vend des vacances, voilà. Vous avez même des cartes de paiement bien sûr qui sont, en fait, les compagnies de transport sont devenues des banques. Donc on vous prend votre argent, on s'en occupe bien évidemment. Voilà. Donc c'est un modèle où vous êtes complètement absorbé par les compagnies de transport. Moi il y a 2-3 ans j'étais au Japon, ils m'expliquaient que leur business model, on va dire l'homologue de la SNCF pour faire court, hein, Japan Rail East, c'est la moitié le transport en termes de chiffre d'affaires. Un tiers c'est les centres commerciaux et le reste c'est la banque, c'est les revenus de la banque. Et ça se déforme. C'est-à-dire que les revenus de la banque et les revenus des centres commerciaux prennent de plus en plus d'importance. C'est en chiffre d'affaires, imaginez en marge. Hein, la marge, elle se fait là, dans ces activités de commerce et de banque. Voilà, donc ces modèles-là très très organisés, je pense qu'en Europe, d'une manière générale, il y a une réticence du citoyen quand même. Hein. Le citoyen, il n'aime pas trop se faire prendre en charge. Donc je pense qu'on aura trouvé un modèle semi-organisé, avec une place de liberté suffisante, avec une gouvernance des citoyens d'ailleurs plus active. Je pense que cet axe-là aussi de comment le citoyen et ses représentants se retrouvent dans ces organisations de la mobilité est aussi quelque chose qui sera spécifique. Alors après, on a les modèles africains ou Amérique du Sud qui seront aussi à définir, mais je voulais aussi pointer ce débat de quelle dose d'organisation, quelle dose de prise en charge de l'individu. Les réponses seront trouvées pays par pays. On reparlera bien sûr plus tard de la façon dont on peut justement associer les usagers, peut-être justement à la conception aussi des solutions de transport et de mobilité. Je crois que François voulait réagir et après on donnera la parole à notre panel. Je voulais réagir parce qu'on va être à la conjonction de ce qu'on raconte tous les deux. Moi j'avais accompagné Carrefour il y a quelques années quand ils sont arrivés en Chine et évidemment ils ont commencé à monter des hypermarchés. Et puis ils se sont aperçus que, bon, évidemment, pour que les gens viennent à l'hypermarché, ils n'avaient pas de voiture de façon générale. Hein, parce qu'il faut relativiser la puissance du marché chinois en voiture, c'est le premier marché, mais ça ne concerne qu'une minorité. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des lignes de bus. Vous avez la même chose si vous allez Tesco, qui est le numéro 3 de la distribution mondiale, qui est un groupe anglais, a des lignes de bus en Hongrie, a des lignes de bus à Bangkok. C'est-à-dire, en gros, je suis distributeur, je deviens opérateur de mobilité. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que les concurrents de demain de Keolis, ce n'est pas Veolia, Transport, si ça existe encore, ou sous un autre nom, ou Transdev, mais ça va être Carrefour, ça va être Leclerc, ça va être Auchan. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, si on revient simplement, et là on a un retour en effet des pays plutôt pauvres, parce que quand on disait ça dans l'ensemble de gens de distribution, on disait oui mais ça concerne les pays pauvres. Tu comprends François, on met des lignes de bus à Nairobi et tout, parce que les gens n'ont pas de voiture. Sauf que c'est devenu un modèle, et ça rejoint ce que je disais au début. Pourquoi ? Parce que, en gros, qu'est-ce qui s'est passé en 1973 ? Les grandes distributions qui s'étaient mis un peu n'importe où s'aperçoivent que le prix de l'essence augmente, panique. Ils deviennent distributeurs d'essence. C'est là que commence la grande distribution. Aujourd'hui, 30 ans après, 62% de l'essence vendue en France est vendue par la grande distribution. Donc vous avez des épiciers, parce que je mets Auchan tout ça dans les épiciers, sont devenus des pétroliers. Et de l'autre côté, quand vous faites le bilan comptable d'une station Total, et ça rejoint ce que tu disais Jean-Pierre, une station Total sur autoroute gagne de la marge sur le sandwich, sur le textile, sur les chaussettes, sur n'importe quoi, et absolument pas sur l'essence. Voilà. Donc on a un croisement. Vous avez des pétroliers qui sont devenus des épiciers, et puis des épiciers qui sont devenus des pétroliers. Sauf qu'aujourd'hui, cette histoire-là, elle est finie, parce que chez Carrefour, chez Auchan, on sait que l'histoire, l'essence pas chère, c'est une histoire finie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va faire du transport collectif. Alors vous dites, c'est de la fiction, ça concerne les pays pauvres. Allez à New York. Qu'est-ce qui se passe à New York ? Le bobo de Manhattan, il n'a pas de voiture. C'est encore pire qu'à Paris. En gros, à Paris, c'est 1 sur 2. À Manhattan, c'est 1 sur 4 qui a une voiture, simplement. Hein. Et quand Ikea va s'installer il y a 3 ans à Brooklyn, qu'est-ce qu'il fait pour que le bobo vienne ? Il monte 2 lignes de ferry, 4 lignes de bus. Et aujourd'hui, l'un des principaux opérateurs de transport collectif à Manhattan, c'est Ikea. Et on disait, il y a que 5-6 ans, c'est pour les pauvres. Ben non, c'est que le bobo, c'est un imaginaire, et ça rejoint en effet les distinguos. Alors ça concerne que New York pour l'instant, mais le New-Yorkais est un peu particulier par rapport aux États-Unis. Mais on a là comme ça des choses qui étaient soi-disant pour les autres, qui n'allaient pas nous concerner. Et le virage aujourd'hui, on voit bien que c'est 2008. Et là encore, et ça rejoint ce que disait bien, on voit bien que tout ça se brouille demain. Qui va être opérationnel ? Qui demain, si on prend, prenons une ville qui a un grand centre commercial comme dans le sud, c'est quoi ? C'est la ville nouvelle de Melun-Sénart. Est-ce que c'est Unibail avec son centre commercial ou est-ce qui va être opérateur ? Qui va faire ? Je vous rappelle juste que la seule innovation, je suis désolé de te dire ça Jean-Pierre, la seule innovation transport un peu forte qui a été faite depuis 5 ou 6 ans en France, c'est pas un opérateur de transport qui l'a fait, c'est Deco avec les Vélib. Que ça ne soit pas la SNCF, ni Veolia, ni un opérateur traditionnel qui récupère Autolib, ça prouve bien que les logiciels traditionnels
Je ne dis pas que l'offre était mauvaise, je ne la connais pas, donc et puis je n'ai pas travaillé avec la SNCF là-dessus, ni avec Veolia, donc je n'ai pas de problème là-dessus. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'innovation, pourquoi? Parce que le problème de Decaux, c'est l'affichage. L'affichage, c'est les gens qui bougent. Et donc, c'est comment je facilite la mobilité. C'est exactement le même schéma qu'avait fait Michelin au début du siècle. On veut vendre des pneus, on ne va pas vendre des pneus bêtement. On va faire des cartes routières, on va faire des guides avec les restaurants. C'est ce que fait Google aujourd'hui. Le Google du début du siècle, c'était Michelin en France, hein, qui a fait des bornes et tout ça. Quand vous reprenez, non, mais si vous faites un parallèle, après, il y a une fois un problème d'écran. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous avez des opérateurs, des jeux d'acteurs qui sont radicalement différents et que ce qu'on a méprisé pendant quelques années vont probablement nous revenir alors qu'on s'imaginait que c'était pour les pauvres ou pour les autres et certainement pas pour nous. D'accord. Alors, je laisse la parole à notre panel. On a des étudiantes, surtout, je crois, qui ont préparé pas mal de questions. Il faut juste vous lever et vous présenter. Si, il y a les micros arrivent, ils sont là. Bonjour, Julie Champion, donc l'Université de Versailles Saint-Quentin. Alors moi je suis très étonnée, donc j'ai fait mon apprentissage en fait dans la flotte automobile et on a l'impression que d'introduire du développement durable dans la flotte automobile c'est génial, enfin dans mon boulot. On est la première entreprise du CAC 40 à avoir fait une direction de la mobilité avec le travel management, la flotte automobile, la visioconférence et les frais support, enfin les frais de taxi, etc. Et donc, je suis complètement étonnée d'entendre ce que j'entends aujourd'hui. J'avais une question pour Monsieur Farandou. Donc, vous avez dit que la société essaye de devancer les besoins de mobilité, en fait. Et je me demande, moi, ça m'étonne complètement parce que, ce qu'on entend par notre ministère du redressement productif, c'est acheter encore des voitures. Et je me demande si on ne va pas, dans le sens inverse, on essaye d'offrir quelque chose dont les besoins, ils n'existent plus vraiment, en fait. Et donc, voilà, c'est ma question. Non, je pense que François en a parlé, j'en ai parlé. C'est un sujet très lourd, l'automobile. Alors, il est lourd parce que quand même, faut comprendre le gouvernement quand même. Hein, c'est un secteur d'activité porteur d'emploi. En plus, on a de grandes entreprises françaises qui sont dans ce secteur, donc on ne peut pas se réjouir en tant que citoyen de voir ce secteur en difficulté, parce que derrière, on sait qu'il y a quand même des enjeux pour des milliers et des milliers de personnes qui en vivent. Donc, ce n'est pas un sujet léger quand même. Hein. Voilà, donc on peut tout à fait comprendre que le gouvernement cherche des solutions. Par contre, je pense que vous avez raison, c'est que l'automobile telle qu'on l'a conçue, c'est même plus aujourd'hui, telle que que les gens au pouvoir, ils ont mon âge, ils ont 50 ans, hein, 50, 55, cette génération-là à peu près qui est au pouvoir dans les universités, dans les entreprises, dans les gouvernements, etc. Nous, on a vécu l'automobile à une certaine époque, et cette époque-là est complètement révolue. C'est-à-dire que ce modèle où dès qu'on avait 18 ans, les parents vous offraient une 2 chevaux et une 4L, et donc vous aviez donc une voiture par personne de la famille, hein, c'est fini. Et c'est fini, ça j'en suis intimement convaincu. Et donc là, il y a un défi formidable d'abord pour les constructeurs. Est-ce qu'ils vont être capables de comprendre ça et donc de passer là aussi de la fabrication d'automobiles à la fabrication de services qui peuvent utiliser de l'automobile, hein, automobile partagée, etc. Un exemple, là encore, regardez Bolloré. Qui a gagné Autolib? Bolloré. Bolloré, ce n'est pas un fabricant automobile, c'est un fabricant de batterie. Donc lui, il intègre la chaîne, c'est-à-dire il part de la batterie, qui pense c'est le cœur du réacteur, si j'ose dire. Hein, donc c'est vraiment l'élément de valeur ajoutée le plus différenciant. Il trouve Pininfarina pour mettre une carrosserie autour, ça c'est pas très compliqué, un châssis, une carrosserie, et puis c'est lui qui fait le service Autolib. On le sait parce qu'on s'était présenté contre lui, on a pris 3 baffes, hein, on n'a rien compris au truc. Hein, je veux dire. Voilà, donc voilà. Donc on voit bien que moi je serai patron de PSA, je serai patron de Renault. C'est ça les questions que je me poserai. C'est comment je mute d'un métier qui consiste industriel à fabriquer 1 million de fois la même automobile, alors en changeant la couleur, les machins, les trucs. Ce qui m'oblige à avoir des points morts colossaux, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas fabriqué 500 000 exemplaires de modèles, je suis en perte. Ce modèle il est foutu parce que ça ne marchera plus comme ça. Voilà, donc ça, je pense que là, il y a un méta-sujet et je souhaite ardemment, hein, parce que voilà, par esprit citoyen, que l'industrie automobile française, peut-être européenne et mondiale, en tout cas la française, puisqu'on est en France, comprenne ça le plus vite possible. Sinon, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir plans sociaux sur plans sociaux, réduction d'emplois sur réduction d'emplois, et je ne sais pas où ça va nous mener. Et ça, c'est pas une belle histoire, quoi.
Je peux juste réagir. Oui, bien sûr. Non, on peut avoir de l'industrie automobile dans 20 ans, mais ce ne sera probablement pas les trois marques, enfin les deux marques actuelles ou les trois marques actuelles. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de la France pour répondre directement à votre question, les seuls qui ont un discours un peu innovant, par exemple, c'est Dassault Systèmes, hein, notamment parce qu'ils ont fait le système CATIA, vous savez, qui est de la conception, notamment pour l'entretien des avions et tout ça. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il y avait une femme qui s'appelait Anna Asensio, qui a une cinquantaine d'années, qui avait fait toute sa carrière chez Renault. Il y a 5 ans, elle est devenue directrice du design de General Motors. Vous vous souvenez peut-être d'elle, on l'a vu dans la presse, la française qui arrive à Chicago, c'était le truc, je vous épargne les commentaires. Anne a compris en 2009-2010 que ce modèle-là était fini. Elle a dit, on ne peut pas continuer à produire, ce que vient de dire Jean-Pierre, et puis on va attendre que ça se vende. Elle dit, aujourd'hui, les gamins font tout eux-mêmes. Ils veulent choisir, c'est le do-it-yourself, enfin, c'est toute cette nouvelle culture. Elle dit, le modèle industriel de demain, ça va être de la co-conception vers les écrans, vers les ordinateurs, et puis on produira la voiture. Simplement, c'est la fin du modèle fordiste. Alors, que Montebourg puisse pas dire c'est la fin du modèle fordiste, bon, déjà le pauvre garçon, ça va, mais évidemment qu'il ne va pas le dire, le garçon. Non, mais d'abord, je ne suis même pas sûr que conceptuellement et puis intellectuellement, il est le truc, mais parce qu'il est dans une politique très court-termiste. Non, mais je pense que c'est aujourd'hui, et ce n'est pas une histoire de droite-gauche, c'est aujourd'hui, on est à la fin d'une histoire qui est la fin d'une histoire d'un monde industriel, et qu'on a quelque chose qui est en train de s'inventer aujourd'hui de nouveau. Donc demain, l'invention automobile, elle va arriver soit en effet par le high-tech, et on met Dassault, soit par le low-tech, et on met d'autres modèles, le rickshaw. Et là-dessus, on va avoir des constructeurs qui sont... Enfin, j'ai été traîné une après-midi au salon automobile, vous n'avez pas l'avenir. Quand vous allez au salon automobile de Paris cette année, c'était le passé. C'est totalement passé. On va mettre peut-être entre parenthèses la Twizy qui est... On commence à voir autre chose. Mais elle est chère, elle est lourde, enfin, il y a tout ça. Mais on voit... Donc, ce n'est pas la fin de l'automobile, c'est la fin du modèle industriel automobile du 19e et du 20e siècle. Mais ce n'est pas la fin de l'automobile. Une autre question de notre panel. Sophie, je suis étudiante en école de commerce et je travaille chez Safran. Donc j'ai été assez étonnée en fait que vous ayez absolument pas parlé de l'avion, donc c'est pour ça que de l'avion. Donc vous vous introduisez avec Dassault Systèmes, donc je saute sur l'occasion. Parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce qu'au niveau voiture, je suis d'accord qu'il y a plein de choses alternatives, mais aujourd'hui l'avion, même moi qui aime bien prendre mes baskets, il y a des limites. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu, c'est à peu près la seule industrie fortement portée par le gouvernement français qui fonctionne quand même, et qui a une croissance énorme, sur laquelle on ne se pose absolument pas de questions sur son futur. Disons que les prévisions sont quand même mirobolantes, et je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas tant de réflexion, si ce n'est l'avion un petit peu plus électrique, etc. Et j'ai une deuxième question du coup quand même, parce que vous dites que c'est soit du soft technologique, soit du hard technologique, je ne sais plus comment vous l'appelez. Pour la voiture, oui. Oui, mais même pour tout ce qui est mobilité, avec les téléphones, les services, etc. Moi j'avais une question aussi, c'était sur le fait qu'il y a de plus en plus d'échanges, que ce soit virtuel ou pas, et on ne se pose pas forcément la question... on va dire, à ce qu'il y a en dessous, sous le tapis, si je puis dire, tout ce qui est antennes, etc., pour la multiplication des antennes relais, on en parle, mais pas tellement. Et on découple souvent deux choses, quoi, les applis et les antennes qui, on ne sait même pas trop ce que ça va faire, quoi. Voilà. Alors, je vais répondre rapidement sur deux. Sur l'avion, en effet, moi je travaille pour Airbus, donc je vais vous répondre. Je pense qu'on est sur une fiction totale. Moi, je rejoins plutôt Jean Covici, qui est donc cet économiste qui est assez connu, qui dit l'avion comme transport de masse ne sera qu'une parenthèse. C'est ma conviction. Voilà, parce qu'avec l'augmentation du prix du pétrole, et il n'y a pas à court terme, si vous voulez, voilà. Et puis, on nous parle, en effet, quand vous regardez les chiffres de Boeing et d'Airbus, c'est que de la croissance. Et puis, il suffit que le baril de pétrole monte de $10, donc ce qui n'est quand même pas énorme, pour que tout ça se casse la gueule, que les compagnies aériennes soient complètement à la rue, que les constructeurs plaient misère. C'est-à-dire qu'en 2008, vous avez vu, on a quand même un secteur aérien qui est d'une fragilité extrême. Et c'est juste sur le prix de l'énergie. Donc moi, tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui sur la croissance du marché aérien et tout, j'avoue avoir beaucoup de mal. Alors après, il y a quand même eu des réflexions. Il y a la Commission européenne qui avait dit, on peut se fixer par exemple sur l'intra-européen, qu'en 2050, parce que comme on n'a pas de solution alternative, ça soit le train qui est une impératif que sur les moyens et courts courriers, enfin les moins de 3 heures, on interdise en Union européenne les courts courriers et les moyens courriers. Ça a été des scénarios développés par la Commission européenne. Bon, alors ensuite, pour des raisons de soutien à l'industrie, on a effacé le scénario, on l'a oublié, mais il y a eu des scénarios comme ça, et l'idée c'était un maillage TGV très puissant en Europe, qui était une alternative sur
Les moyens et court courrier. Donc moi je vous rejoins, je n'ai pas de réponse là-dessus sur l'aérien, mais il y a aussi probablement des choses qui peuvent réapparaître. Souvenez-vous, en 1974, ce qui est moderne, c'est le Concorde, et ce qui est ringard, c'est le France. En 2004, ce qui est ringard, c'est le Concorde qu'on met à la casse. Et par contre, la France se gargarise de faire le plus gros paquebot, c'est le Queen Mary 2. Donc là encore, même basculement que sur le vélo et la voiture. Hein. En 30 ans, le paquebot, c'est ringard, le supersonique, c'est moderne dans les années 70, 40 ans après, c'est le contraire. Voilà. Et on voit bien aujourd'hui, si vous voulez, que le paquebot aujourd'hui est utilisé surtout pour des croisières, il marche très très bien. On voit aujourd'hui réapparaître des liaisons fluviales et des liaisons maritimes. On peut très bien imaginer qu'à 2040-2050, avec un prix de l'essence très très cher, on voit réapparaître comme ça des modèles qu'on avait oubliés. Alors, on peut être dubitatif. Dites simplement, il y a 30 ans, la Chine sera un premier marché automobile. On n'y croyait pas une seule. C'est-à-dire qu'on va avoir des basculements. Moi, je suis sûr que dans les années qui viennent, on va avoir des basculements, qui seront des résurgences de ce qui s'est passé avant, mais pas sous la même forme, mais qui seront des réinventions. Bon, qu'est-ce qui nous dit pourquoi aujourd'hui, par exemple, vous prenez l'avion pour aller passer un week-end à Barcelone, vous prenez l'avion et puis vous prenez un hôtel. Mais qu'est-ce qui vous dit que demain, vous ne quitterez pas le Bourget, vous prenez un dirigeable, vous vous réveillez le matin, vous prenez votre petit déjeuner au-dessus des Pyrénées, vous vous posez, donc ça fait l'hôtel, le dirigeable, c'est des scénarios sur lesquels on a travaillé chez Airbus, des scénarios dirigeables qui ont été développés. Vous arrivez, vous n'avez pas d'avion, vous avez passé un week-end à Barcelone, vous revenez en dirigeable le dimanche soir. Non mais, aujourd'hui, on est conditionné, c'est comme la distribution, c'est comme des choses, mais tout ça, c'est des histoires récentes. L'hypermarché, il a 50 ans. Donc il n'y a pas de fatalité. Voilà. Ça, c'est la première. La vitesse n'est pas un obstacle. Sur une remise en si cause vous valorisez le temps, et pour rebondir sur votre introduction, si vous valorisez, le problème, ce n'est pas la course du temps, c'est si ça peut être du temps valorisé, extrêmement agréable. Aujourd'hui, alors c'est vrai, mais peut-être que Jean-Pierre rebondira là-dessus, qu'est-ce qui dit que le train de nuit, si le train de nuit, il y avait une douche, mais ça pourrait très bien marcher. Enfin, on pourrait soulager les stations de ski de milliers de voitures si on prend la caricature. Il y a des tas de choses. Simplement, il faut réinventer le business model. Qu'on ne sait pas faire sur le train de nuit. Voilà, il y a de la qualité. Ça, c'était sur l'avion. Et la deuxième question, c'était... Sur l'Internet physique, enfin sur tout ce qui est antenne. Non, sur l'Internet physique, ce qui est étonnant, c'est qu'on commence à avoir une bataille. Alors, ce n'est pas dit directement sur les antennes, c'est sur le taux de pollution d'Internet. Aujourd'hui, il y a un article qui est sorti dans le New York Times il y a 15 jours, une très belle enquête sur combien nous coûte le cloud. Vous savez, le computing. Enfin, donc, cette consommation, en fin de compte, est liée à l'énergie et à Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est 3%, aux États-Unis, c'est 3% de la consommation d'électricité du pays. Donc c'est extrêmement consommateur. L'une des principales raisons d'émissions de CO2 et de pollution dans la Silicon Valley et tout ça, c'est tout ce qui est lié à Internet, c'est les fermes, les serveurs, puisqu'en fin de compte, ils font tourner, en cas de coupure, ils font tourner des groupes électrogènes, tout ça. Et aujourd'hui, l'équivalent de la consommation Internet dans le monde, ça serait c'est l'équivalent à peu près de 30 centrales nucléaires. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit aujourd'hui un basculement qui est intéressant. Il y a Toyota qui a sorti il y a 3 semaines aux États-Unis et au Japon un spot qui est un spot complètement dans les codes du jeu vidéo, donc transgressif. Et c'est un mec qui en a marre de conduire parce que sa voiture est automatique. Et le mec, il va voir un copain qui lui donne une vraie voiture de mec, et le mec, il fait le con dans la rue. Voilà. Bon. Non, mais on voit aujourd'hui des basculements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des nouveaux acteurs, Internet, des gens comme ça, qui sont en train d'essayer de capter la voiture. Google, c'était insoupçonnable quand on en parlait il y a 10 ans, les gens rigolaient. Voilà, ils vont capter ça. Et on voit des acteurs qui vont réapparaître, qui aujourd'hui contre Google. Pourquoi j'en parle? Parce que rien ne nous dit que, par exemple, dans quelques années, on n'est pas Renault, Citroën, Peugeot et les constructeurs automobiles qui disent « c'est pas nous les plus polluants, les mecs, c'est les gens d'Internet les plus polluants ». Parce que si vous faites le bilan énergétique et le bilan émissions de CO2 d'Internet au niveau mondial, c'est juste dramatique. Donc on va encore là avoir des basculements. Alors je ne réponds pas sur les antennes, parce que les antennes, je pense que le débat, mais attendez-vous dans les 4-5 ans qui viennent à avoir des basculements sur qui est le plus pollueur. Qu'est-ce qu'on nous a fait croire qu'Internet c'était green, c'est tout ça. Est-ce que c'est aussi simple et aussi joli que ça? On peut avoir des débats et des basculements dans les années qui viennent. Jean-Pierre, peut-être vous voulez répondre et puis parler peut-être aussi de l'avenir du train, notamment du train à grande vitesse. Oui, alors je voudrais répondre ou poursuivre le débat. Enfin, peut-être sur les antennes, oui. Alors, ce qui est intéressant sur les antennes, c'est l'équipement en Wi-Fi, par exemple. L'équipement en Wi-Fi va devenir la norme dans la plupart des TGV internationaux. Il y a du Wi-Fi. C'est l'idée du temps utile. Hein. C'est ce que voilà. C'est le temps est relatif par rapport à l'utilité que vous en faites.
la plupart des clients, finalement, préfèrent passer 3 heures dans un TGV si c'est utile, notamment en vous connectant, pour vous cultiver, pour regarder un film, etc., pour travailler, plutôt qu'1 heure avec des séquences, 1 heure dans l'aéroport, à attendre à passer les contrôles, 1 heure dans l'avion entassé où vous ne pouvez pas faire grand-chose, et 1 heure entre l'aéroport et le centre-ville où vous voulez aller. Voilà, donc le temps n'est pas le même. Et la capacité à occuper intelligemment le temps, pour se reposer, pour lire, pour travailler, pour discuter avec votre voisin, etc., ça compte aussi. Donc c'est vrai que je pense que, et c'était l'introduction, si on se projette, puisque c'est un peu c'est l'idée d'aujourd'hui, le rapport au temps, en tout cas, peut changer beaucoup de choses. Hein. Si on sort de la société énervée dans laquelle on est, où on est toujours à 5 minutes près, on est toujours tendu, toujours en retard, on a à peine démarré la journée, qu'on est déjà en retard, bon, si on arrive à retrouver une approche du temps un peu plus sereine, qui existe dans certains pays d'ailleurs, entre parenthèses, hein, c'est quand même là on est un peu dans l'Occident, ça change complètement la manière d'apprécier tel ou tel choix, hein, pour les transports, hein, donc c'est important. Ce que je voulais dire aussi, c'est le côté qu'on a peut-être oublié dans cette affaire-là, c'est le côté service public de tout ça aussi. C'est une dimension qu'on n'a pas explorée. On parlait de la voiture. Bon, en fait, on ne s'en rend pas. Enfin, je pense, je sais pas. Bon, de toute façon, il faut être conscient qu'il y a quand même des gens qui économiquement ne peuvent pas avoir une voiture. C'est-à-dire qu'une voiture, bon. Et là, je vais vous expliquer comment on y répond. Il se trouve que c'est nous, hein, ça pourrait être d'autres. En tout cas, ça a été voulu par l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France. C'est les salariés de Roissy. Alors, on est tous allés à Roissy, je pense, une ou plusieurs fois dans notre vie. Roissy, ça vit tout le temps, en fait. Et vous avez des gens des salariés qui sont souvent de petits niveaux, hein, c'est des gens du personnel de nettoyage, de restauration, de sécurité, qui embauchent à 3-4 heures du matin. À 3-4 heures du matin, les transports en commun ne marchent pas, hein, ils démarrent vers 5-6 heures. Donc ces gens-là, quand vous n'avez pas de voiture, ils font comment? Ben, vous aviez des gens qui partaient la veille par le dernier train, qui dormaient comme ils pouvaient 2-3 heures sur un banc, pour pouvoir commencer à bosser à 3 heures du mat'. Hein, voilà. Et là, la réponse qui a été trouvée avec le STIF, c'est ce qu'on appelle du transport à la demande. C'est-à-dire vous avez un système qui s'appelle Filéo, bon, c'est le nom du service, où là vous téléphonez la veille pour le lendemain ou même avec un délai d'1 heure et demie, et vous avez des points de ramassage sur 19 communes, hein, qui correspondent aux communes tout autour de la plateforme de Roissy, où on va chercher les gens, et on les amène au boulot, et on les ramène avec le même système, hein, du boulot à chez eux, pour un prix, enfin pour une tarification Navigo, hein, une tarification Île-de-France. Voilà. Donc je pense aussi que ça, c'est un exemple aussi qui montre qu'on est déjà on est post-voiture individuelle déjà, on a déjà basculé en fait. Disons que ce débat, ou par des gens, on a dit les jeunes qui s'en foutent un peu de la bagnole et qui savent se déplacer différemment, ou par des gens qui ne peuvent pas. Voilà, on est déjà en train de basculer dans une mobilité qui s'organise déjà sans la voiture. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est qu'on est bien dans le service. C'est-à-dire que là, c'est pas tellement de déplacement qu'on traite. On traite comment je fais pour embaucher à 3 heures du matin à Roissy. Voilà. Et donc, on va amener la réponse qui correspond à ce besoin. Voilà. Et avec en plus, vous avez une présence humaine. Moi, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, ça m'a marqué. C'est ce que je disais, la voiture, c'est froid en fait. Vous êtes tout seul dans votre voiture. Alors, il y en a qui s'appelaient. Là, vous avez un chauffeur qui connaît votre nom, parce que quand vous vous abonnez à ce service, vous donnez votre nom. Quand vous réservez, on voit votre numéro de téléphone, donc on vous dit bonjour madame ou bonjour monsieur, machin. Et quand le chauffeur vous prend, il a le nom des gens qui collectent, et donc il dit bonjour monsieur machin. Et je peux vous dire qu'à 2h30 du matin, quand on vous dit bonjour monsieur machin, ça a beaucoup de valeur. Et que votre journée l'a mieux démarré, y compris si vous avez une voiture ou à peine réveillé, vous devez vous cogner la bagnole dans la nuit pour arriver à 3h du matin à Roissy. Vous voyez, donc je pense aussi que cette dimension humaine qui va avec les transports collectifs au sens large, c'est aussi une caractéristique aussi de ces métiers que je voulais pointer. Alors sur les TGV, oui. Qu'est-ce qui nous attend parce que je sais que Keolis a fait notamment en Angleterre. Je pense que l'idée, c'est justement c'est la grande vitesse, limite, intérêt et limite. Sur la course à la grande vitesse, 300, 320, 350, 400, etc., on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter parce que les coûts sont exponentiels. Vous avez les coûts d'énergie, hein, parce que c'est la résistance à l'air. Si on fait un peu de physique, hein, le train, il rentre dans l'air. Plus vous allez vite, plus la résistance à l'air augmente. Donc la puissance des moteurs, elle doit augmenter. Même si vous êtes hyper profilé, vous avez un problème de résistance à l'air. Deuxièmement, vous avez un problème de freinage. Plus vous allez vite, plus c'est compliqué pour vous arrêter. Un train, ça accélère très mal, ça freine très mal parce que c'est une roue en fer sur un rail en fer. Il n'y a pas de frottement. Voilà, quand il n'y a pas de frottement, c'est très compliqué pour que l'accélération passe, que ça ne patine pas en gros. Et quand vous voulez freiner, même chose. Donc plus vous montez en vitesse, plus c'est compliqué de monter en vitesse et de vous arrêter. Troisième élément technique, c'est la captation du courant.
Vous imaginez une caténaire, ça casse de temps en temps. Comme vous entendez d'ailleurs, les TGV sont restés bloqués pendant 2 heures, 3 heures, les gens complètement perdus dans les trains, parce que la caténaire a cassé. La caténaire, c'est le fil électrique qui transmet l'énergie au moteur. Donc vous avez un frottement, on n'a pas su faire autrement, ça frotte. Mais quand plus vous allez vite, plus c'est compliqué le frottement. Parce que pour frotter, il faut que vous appuyez. Si vous appuyez pas, ça s'écarte. Si ça s'écarte, ça fait un arc. Si ça fait un arc, ça casse la caténaire. Vous avez des problèmes. Donc voilà. Et donc frotter pour garder le contact sans casser, tout ça à des vitesses de plus en plus importantes. Voilà, les ingénieurs, ils adorent, mais enfin, c'est compliqué. Voilà, donc et enfin, vous avez la voie, parce que plus ça va vite, plus il faut que la voie elle soit d'extrême qualité. Ça ne pardonne pas un petit millimètre d'écart, ça passe pas. Donc voilà, donc la construction des voies ferrées, la maintenance des voies ferrées est de plus en plus compliquée avec la vitesse. Donc je pense qu'on s'arrêtera à 350, même le C320, peut-être qu'on n'ira même pas, voilà, on restera là. Donc ça, on n'ira pas beaucoup plus vite à grande vitesse. Je pense qu'on a atteint une espèce d'optimum. Par contre, inventer de la grande vitesse régionale, par exemple, oui, ça je pense que oui. Par ailleurs, voilà, moi, il ne faut pas être ayatollah non plus. En termes de report modal, si le train ne va pas plus vite que la voiture, les gens risquent de rester sur la voiture. Enfin, c'est tellement pratique, le porte-à-porte, etc. Donc pour donner un avantage au transport collectif, au transport ferroviaire, il faut qu'il aille plus vite. Bon, si les voitures roulent à 130, il faut que les trains roulent à 200, 220, 230, voilà, parce que ça rattrapera le handicap du départ, aller à la gare, etc. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on pense la grande vitesse appliquée au régional, pas à 300 ou 320, 200, 220, 230. Il y a un premier exemple qu'on fait en Grande-Bretagne. Vous savez que la ligne nouvelle qui est née avec Eurostar était assez peu utilisée parce que les Eurostar, vous en avez un par heure, donc vous avez de la place quand même sur la ligne. Et là, les Anglais nous ont demandé de travailler sur une desserte du Kent à grande vitesse. Et ça a changé la vie de ces gens-là parce que, vous savez, comme le prix de l'immobilier est très élevé à Londres, Paris, c'est rien à côté. Paris, c'est très très cher. Londres, c'est 2 à 4 fois plus cher. Donc, c'est quasiment impossible d'habiter dans Londres. Donc, les gens habitent très loin. Et ils sont prêts d'ailleurs à dépenser beaucoup d'argent du coup pour qu'on les amène tous les matins travailler à Londres, puisque les écarts de loyer sont très importants. On a mis en place un Javelin, on appelle ça un Javelin, c'est un joli nom, ça va vite, on lance le Javelin, donc c'est des trains, ce sont des Hitachi d'ailleurs au passage, donc c'est déjà mondial, c'est fabriqué au Japon et on roule à 240, donc ce sont des trains, des espèces de... Oui, des RER, on va dire, qui viennent de 100-150 km au-delà de Londres et qui amènent les gens très vite. En une demi-heure, ça a changé leur vie quand même. Là où ils mettaient 1h30, ils mettent 40 minutes. Quoi. Voilà, donc ça serait possible en France Oui, bien sûr. Et on y travaille avec les régions. Là encore, il faut un peu travailler le système. Et je pense que oui, on peut introduire, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, de la grande vitesse régionale entre 200 et 250. Oui, je pense que c'est une vraie bonne idée. Regardez Toulouse-Bordeaux. Moi, je suis du sud-ouest, ça s'entend un peu. Aujourd'hui, en train, c'est long. Quoi. Vous mettez quand même 2h30 quoi, pour faire Toulouse-Bordeaux. Si vous mettiez 1 heure, ça change tout. Vous mettez une agglo d'1 million à 1 heure d'une autre agglo à 1 million. Vous faites un pôle, vu de l'Europe, vous faites un bipôle, vous transposez Marseille-Montpellier, Strasbourg-Nancy, etc. D'ailleurs, la France se prêterait assez bien à des duopôles comme ça, avec des relations de TGV régionaux, des TGV régionaux avec des dessertes en 1 heure de temps. Je pense que ça changerait complètement la manière dont la mobilité et la vie dans les territoires est organisée aujourd'hui. D'accord. Peut-être une dernière question de notre panel avant de laisser la parole au public. Bonjour, Alice Herbelin, étudiante à l'ISC Paris, École de commerce. Je voulais parler de la problématique sociale dans l'intégration intégrée aux politiques de transport en commun. Et justement par rapport au multimode. Est-ce que, par exemple, une personne qui est obligée d'habiter loin de Paris parce que les loyers sont trop chers, donc qui est obligée d'avoir une voiture, donc qui paye tous les frais de la voiture, ensuite qui va à la gare, qui paye parfois le parking, et qui paye la zone 5, carte Navigo, Imaginaire, je sais pas, carte Orange. Est-ce qu'on pourrait amorcer un rééquilibrage social? Est-ce que c'est possible financièrement pour les transports en commun? Je sais pas. Jean-Pierre, d'abord. Je fasse attention à ce que je dis, parce qu'il y a un grand expert de ces sujets dans la salle, donc je pense qu'il complétera. Ça sera plus fort que lui, il faudra qu'il complète ma réponse, je pense. Vous avez raison, vu des gens. Là, vous êtes sur la Grande Couronne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent dans la Grande Couronne. Ils ont pas de chance, quoi. En gros, si on fait court. Ils habitent loin. Ils l'ont pas choisi. Souvent, ils sont partis habiter loin, effectivement poussés par des problèmes du coût d'immobilier. Donc, c'est eux qui ont en fréquence, ils ont beaucoup moins de trains que quand vous habitez près, en petite couronne ou dans Paris. Donc, quand vous allez louper votre train, le prochain, il est une demi-heure après, voire 1 heure après.
vous n'avez pas la fréquence que vous avez dans les zones plus denses. Ça coûte plus cher, puisque la tarification, elle est quelque part proportionnelle à la distance. Voilà, donc effectivement, vous cumulez les problèmes. Est-ce qu'on peut mieux traiter ces gens-là? Oui, mais il ne faut pas être démago, quoi. Il faut répondre oui, mais en trouvant les bons équilibres. Alors déjà, est-ce qu'on peut aller les chercher chez eux? Ça serait déjà bien qu'on fasse ce qu'on disait, de compléter ces dessertes lourdes type ferroviaire par un maillage territorial. L'idéal, ça serait qu'ils puissent éviter d'avoir leur voiture. Si on pouvait déjà aller les chercher pas trop loin de chez eux, parce que c'est quand même semi-dense, c'est pas la campagne totale, hein, c'est quand même semi-dense. Donc si on pouvait trouver des systèmes de minibus, de transport à la demande, de type ce que j'ai dit, là, ce que j'ai raconté pour Roissy par exemple, pour déjà leur éviter d'utiliser une voiture qui dort en plus toute la journée. On arrive à cette utilisation complètement débile de la voiture. Hein. La voiture, elle va dormir 10 ou 12 heures au parking. Hein, je veux dire, c'est quand même pas très brillant. Voilà, donc déjà, je pense qu'on leur aurait apporté quelque chose. Deuxièmement, alors après, il y a toute une réflexion sur l'organisation des transports en Ile-de-France. En gros, si je fais court, moi je me suis occupé des transports en Ile-de-France, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir un avis, pour y avoir un peu réfléchi. Moi, ce que j'ai proposé aux élus d'Ile-de-France, c'est de, en gros, scinder le système RER en deux. Parce qu'on est confronté à deux problématiques. Les gens qui sont loin, de type Melun ou même Malesherbes, etc., ils veulent aller vite à Paris quand même, c'est quand même ça leur problème. Pour aller vite, il ne faut pas s'arrêter souvent. Voilà, je veux dire, si on fait court, si vous arrêtez souvent, en desserte omnibus, ça ne va pas vite. Donc il faut couper le système RER en deux, avec des trains rapides, roulant à 100 km/h ou 120 km/h, avec 2-3 arrêts dans les nœuds, notamment les endroits où on va se croiser avec les fameuses orbitales. Hein, vous voyez un peu, vous imaginez la toile d'araignée. Voilà, donc 2-3 arrêts pour aller très vite à Paris et s'arrêter dans Paris. Aujourd'hui, les RER, en plus, ils passent dans les tunnels, ils vont du sud au nord de l'Île-de-France. Moralité, le moindre pépin que vous avez au nord se répercute par effet boule de neige au plein sud. Franchement, les gens de Malesherbes, c'est pas leur problème, c'est un problème de train, je sais pas moi, à la Borne Blanche, hein, dans le Val d'Oise. Hein, c'est pas vraiment leur problème. Voilà, donc je pense déjà qu'il faut penser la géographie différemment des RER. Après, vous avez l'aspect tarifaire. Alors là, c'est un débat en cours. Hein, encore, moi là-dessus, j'ai pas d'avis d'opérateur. Si j'en ai un quand même, mais on peut avoir un débat de citoyen. Vous savez que c'est le titre unique. Faut-il ou pas introduire le titre unique en région Île-de-France? Alors ça, les gens de la Grande Couronne, ils adoreraient, parce que forcément, au lieu de payer, je sais pas quoi, 200... donc combien ils payent aujourd'hui, Jean-Pierre? Ils n'adoraient pas forcément. Bon, en tout cas, si quand même, baisser leur prix, ils adoraient quand même. Si, c'est quand même compliqué de dire qu'ils n'adoraient pas. S'ils viennent à Paris, voilà. Voilà. Donc, en tout cas, les quelques-uns qui viennent à Paris, bon, voilà, mademoiselle n'est pas forcément d'accord, donc il y aura un débat intéressant. Donc on voit bien que les gens de la Grande Couronne, quand même, certains d'entre eux en tout cas, aimeraient bien payer moins cher. Voilà, qu'on réduise les écarts, voire même un prix unique. Alors ça, après tout, c'est un débat citoyen. Il faut savoir que ça coûte quand même, hein, parce que du coup, l'usager paie encore moins le coût du transport, donc il y a un delta. Ce delta doit être apporté en argent public. Donc on en revient quand même à des débats citoyens, politiques, que les élus doivent trancher. Hein, cet argent, est-ce qu'on le met là, ou est-ce qu'on le met à rénover les rames du RER, hein, vous voyez, c'est pas évident de répondre. Hein. Et puis deuxièmement, en tant qu'opérateur, c'est pour ça que j'ai commencé à dire qu'il faut travailler sur le schéma d'offre, parce que si par un prix plus bas, on me génère plus d'usagers, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où les mettre. Donc il faut d'abord, il faut faire marcher les deux à la fois, quoi. Il faut peut-être, et moi j'ai rien contre, hein, baisser les prix pour les usagers de la Grande Couronne, mais il faut très vite accroître les capacités pour être capable de prendre plus d'usagers dès lors qu'ils seraient générés par des prix plus bas. Voilà. Si on n'est pas cohérent, ça c'est un peu cata. C'est-à-dire que si on me générait aujourd'hui davantage d'usagers par des prix plus bas, je pense qu'on aurait des gros problèmes de capacité, ça veut dire du confort, du retard, etc. Parce qu'on ne serait pas capable d'injecter davantage de RAM, puisque les infrastructures ne seraient pas rénovées, etc. etc. Voilà. Donc je pense que ce sont des sujets très lourds, mais plus compliqués qu'ils en ont l'air. Et de vous à moi, je pense qu'ils ne sont pas assez instruits au fond. Il y a un traitement un peu superficiel de ces sujets, et je pense qu'ils mériteraient à être creusés plus en profondeur et bien partagés avec les citoyens. Alors on a un bon gros quart d'heure encore pour les questions de la salle, donc n'hésitez pas, il y a plein de mains qui se lèvent. La première était là-bas, peut-être un peu de l'autre côté. Ouais, voilà. Bonjour. Je m'appelle Assetou, étudiante en transport et développement durable à l'école des ponts. Ma question s'adresse à M. Farandou. En fait, j'aimerais savoir si vous avez des projets pour l'Afrique subsaharienne et si oui, comment vous intégrez les besoins des consommateurs dans votre business plan. J'étais au Maroc, je me rappelle de l'implantation des Veolia dans le transport public et c'était un fiasco pour nous les consommateurs parce que les prix étaient un peu élevés
au niveau des bus. Et après, il y a eu le tram. Et bon, jusqu'en 2012, ils adaptaient les prix aux besoins des consommateurs. J'aimerais savoir si vous avez des projets dans ce sens en Afrique subsaharienne. Alors, honnêtement, non ou peu. Enfin, on va dire non pour faire simple, après on va dire pourquoi. Je pense que vous avez en partie répondu. Alors là, je vais assumer que je suis une entreprise, moi. Moi, je suis une entreprise, donc une entreprise, elle veut gagner sa vie quand même. Hein. On n'est pas philanthrope, on a beau être à capital public, etc. On est quand même une entreprise. Donc vous avez parlé de business model ou de business plan, vous avez entièrement raison. Et donc aujourd'hui, on a été échaudés nous-mêmes par quelques expériences, pas en Afrique subsaharienne, mais en Afrique du Nord, où on n'a pas réussi à trouver l'équation. C'est-à-dire qu'on a eu des problèmes. D'abord, c'était pas simple. Hein, la conduite de projet a été compliquée. Et deuxièmement, en termes économiques, on a eu des gros problèmes. Je pense d'ailleurs à, je ne sais pas si c'était pas des trams au début, Saraba, vous avez cité le Maroc, où on s'est fait complètement cannibaliser par des taxis locaux. C'est-à-dire qu'en France, quand vous avez une ligne de tram, vous êtes protégé. C'est-à-dire, généralement, vous avez de l'exclusivité, vous avez le monopole du transport sur la ligne. En tout cas, en Afrique du Nord, je ne sais pas comment c'est en Afrique subsaharienne, tout le monde peut s'installer avec un rickshaw, un taxi local. Et comme leur prix était beaucoup plus bas, ils nous vidaient complètement les trams. Donc on avait un beau tram qui coûtait très cher, parce que, qu'on le veuille ou non, ça coûte cher. Mais c'était un fiasco commercial et donc business, parce que les usagers, ils n'étaient pas dans nos trams, ils étaient dans les taxis locaux. Voilà, donc ça, bon, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'à ce stade, ça nous a un peu refroidi. Sur l'Afrique subsaharienne, pourquoi pas? Je pense que là, il faut être ouvert. Mais on cherchera à rentrer dans des projets financés par la Banque mondiale, par exemple. On cherchera quand même à vérifier que les financements et du projet et que les règles du jeu après dans le fonctionnement sont bien établies, parce que sinon, on se retrouve assez vite en difficulté. Voilà, donc par ailleurs, alors vous avez complètement raison, et ça François l'a dit, et on ne peut être que d'accord, les besoins sont formidables, il y a des villes, alors on parlait de villes en Afrique subsaharienne, il y a des villes très très importantes, complètement congestionnées, en plus les réseaux urbains ne sont pas terribles, donc c'est sûr que des réponses de transport collectif, mais à la mode locale, c'est là où je pense qu'on est en déficit d'imagination, je pense que c'est ça aussi le sujet, on est en déficit d'imagination pour comprendre la régulation du pays, j'allais dire. Hein, on transpose nos modèles européens et là, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Et puis deuxièmement, même en termes de produits et de services, je pense qu'on a... Et ça veut dire que pour y arriver, je pense aussi qu'il faudrait qu'on ait davantage de gens du cru, que nous, on amène peut-être, là, comme je le disais pour l'Inde, une certaine réponse technologique, mais la compréhension profonde des mœurs et du besoin, il doit être porté par des personnes du cru. Je pense que si c'est des Français qui arrivent, on aura des grosses difficultés. Juste, en gros, moi j'avais travaillé sur des scénarios comme ça. En gros, si on fait le constat sur l'Afrique subsaharienne, on a un secteur économique à 80% informel. Alors ensuite, qu'est-ce que ça veut dire informel si c'est le modèle dominant? Pour nous, on dit informel en tant qu'occidentaux. Mais c'est juste pour rebondir par rapport à ce que dit Jean-Pierre. C'est vrai qu'il y a des business models qui se développent sur lesquels aujourd'hui les modèles occidentaux de pays riches sont incapables de répondre. Une autre question? Oui, monsieur. Après, on va... Bonjour, Pierre Albertini, donc tout juste diplômé de l'École des Mines. J'aurais voulu connaître votre avis vis-à-vis de l'évolution, notamment technologique, donc c'est dans un avenir à plus long terme, puisque tout à l'heure on parlait de l'Internet grandissant, du rôle des applications. Il y a aussi le développement maintenant, au-delà de la livraison au parking, de la livraison à domicile, les gens font leurs courses sur Internet et se font livrer. Donc pour retourner un petit peu le système de transport dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui était essentiellement orienté vers le voyageur, quelle est la position que doit prendre un opérateur de transport vis-à-vis de l'aide ou de l'offre à proposer aux entreprises ou aux différentes sociétés qui vont limiter le déplacement personnel à quelque chose plus de loisir, d'opportuniste quand on voudra se rendre au cinéma ou ailleurs, mais ce qui pourrait être une solution locale, ou alors aller juste dans un grand mode de transport, à l'aéroport pour prendre un avion pour un long courrier, plus que maintenant où on a un modèle où tous les matins on est obligé de prendre les transports pour aller au bureau. Quand il y aura le télétravail, ce sera peut-être moins le cas. Donc comment prendre sa position vis-à-vis de ça? Qui veut répondre là-dessus? J'ai pas très bien compris si c'est un problème de logistique ou c'est un problème humain, comment on va fréquenter les magasins. Excusez-moi. C'est dans la mesure où, a priori, on s'oriente vers des solutions où on aura de plus en plus la possibilité de rester à domicile pour travailler, pour faire ses courses ou pour le reste. Les déplacements seront moins nécessaires, il y aura moins de pics le matin, le soir, dans un avenir lointain, hein, bien sûr. Mais en revanche, il y aura des livraisons peut-être plus éparses sur la journée, par exemple de courses, d'objets. Comment si on parle de la fréquentation et de la consommation, demain ça va s'organiser autour de deux items. Hein. Ça va être comment je fais gagner du temps
où, en gros, comment je me déplace, parce que moi, je ne crois pas au télétravail de modèle dominant. Hein, c'est une solution qui est merveilleuse quand elle est choisie, elle est terrible quand elle est subie. Hein. Le télétravail, ça n'a jamais été une réponse, et jamais une nouvelle technologie de communication n'a réduit la mobilité. Le téléphone n'a pas dû tuer le train, le courrier n'avait pas tué la carriole. On a toujours, de façon concomitante, un développement des moyens de communication et un développement des moyens de transport. La mobilité n'a jamais cru aussi rapidement que ces 20 dernières années. Or, on a eu Internet. Donc, on n'est pas dans du... Voilà, c'est un phénomène concomitant. Mais simplement, on va avoir des jeux où, en fait, on ne sera pas obligé de partir tous à 9h du matin et on ne sera pas tous obligés d'aller tous les jours au travail. Voilà. Sur la distribution, demain, elle va s'organiser comment? Elle va s'organiser sur du gain de temps. Et là encore, on va trouver 3 scénarios japonais qui sont alternatifs. C'est les magasins de proximité, c'est le modèle du combini, le magasin qui reste ouvert 24 heures sur 24. Et ce qui est intéressant, et là ça rejoint votre question sur Internet, c'est que les Japonais détestent par exemple la carte bleue, les cartes bancaires. Ils n'ont absolument pas confiance, ils veulent payer en cash. Le commerce Internet au Japon est en pleine explosion aujourd'hui, sauf qu'on va récupérer ses achats chez l'épicier en bas de chez soi. Voilà. Et donc on peut visiter, et on paye en cash. Donc ça c'est la proximité, c'est le combini. Ensuite c'est le lieu de transit, c'est-à-dire c'est pas moi qui vais au magasin, c'est le magasin qui vient à moi. Donc c'est les gares, les stations de métro, tout ce qu'on veut. Et le troisième c'est le téléphone que vous avez dans votre poche, c'est le M-Mobile. Voilà. Donc ça va être le modèle dominant et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens de la grande distribution ne vont plus aux États-Unis et vont plutôt au Japon. C'est là que ça s'invente en ce moment là-dessus. Et de l'autre côté, là je vous rejoins, en effet, il va y avoir des monstres de commerce, mais qui ne vont plus vendre des produits, mais qui vont vendre des univers et qui vont vendre des imaginaires. On le voit, alors si on continue sur le Japon, par exemple, l'un des plus beaux centres commerciaux moi, que j'ai jamais visité au Japon, c'est à Osaka, c'est Namba Park. C'est quoi? Le constat du commerce d'un promoteur japonais aujourd'hui, c'est de dire les produits que je vends dans mon centre commercial, ils vont être trouvables partout. Qu'est-ce qui va justifier que je me déplace? On prend comme une ville Osaka, il manque quoi? Il manque de la verdure. Il fait un jardin, au-dessus de la gare d'ailleurs, qui ressemble à un jardin avec des cours d'apiculture. Enfin, c'est le Luxembourg, voilà. Et je vends un jardin. C'est-à-dire que je deviens un lieu de destination sur un imaginaire, sur une offre loisir et pas sur une offre produit. Voilà. Et alors, vous avez des choses comme ça. En Afrique du Sud, c'est le contraire. C'est pas le contraire. En Afrique du Sud, c'est des gated communities réservées majoritairement aux blancs riches. C'est-à-dire, en gros, comme je ne peux plus marcher dans Jobourg, eh ben, je fais un centre commercial qui va faire une fausse ville à l'italienne dans lequel je pourrais marcher. C'est-à-dire que l'enjeu de demain du centre commercial périphérique, ça ne va pas être tellement le produit, parce que le produit, on les trouvera partout. Ça va être des imaginaires et comment je raconte ça et comment j'y vais. Et là encore, on n'a pas encore forcément des réponses. Ça va tâtonner. Après, sur l'histoire de logistique, je suis notoirement incompétent sur le sujet, donc je ne vais pas répondre. Je crois que monsieur a une question, l'expert de l'Île-de-France. Oui. Normalement, ça marche. Ouais. Bien. Non, alors, ça serait plutôt par rapport à ce qu'ont dit les deux intervenants, des rebondissements. Ils ont parlé à un moment, ils ont parlé de libérer la voie. C'est Jean-Pierre Farandou qui a parlé de ça. On a un bon exemple mondial, c'est la capitale de Corée. Il y avait une autoroute sur 8 voies, sur une vieille rivière complètement polluée. Il y a un type un peu farfelu qui a dit, tiens, si je faisais un boulevard urbain avec 2 voies réservées au transport en commun, des pistes cyclables, je fais réapparaître la rivière, qu'est-ce que ça va faire? Il l'a fait, il a été élu maire de la ville et maintenant il est président de la Corée. Il y a moins de circulation de voitures, il y a plus de circulation en tout avec les bus. C'est devenu le quartier bobo de Corée. Donc voilà. Et on pourrait faire la même chose sur la A4, on pourrait faire la même chose sur le périphérique. C'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir des perspectives pour autre chose que des voitures entassées. Sur l'urbanisme, je pense que François doit avoir les mêmes chiffres que moi, mais on met 1h30 en France, à Paris, pour aller au travail. En Afrique, il y en a qui mettent 3 heures. Et en Asie, c'est des fois 4-5 heures à pied pour aller. Ils se lèvent à 1h du matin pour aller travailler. Or, on ne parle même plus de ville. Moi, je ne parle plus de ville, c'est plus de la ville, c'est de la non-ville, l'étalement urbain. Et en plus, en Afrique, en Asie encore, ils font des immeubles de plusieurs étages. En Afrique, c'est souvent du pavillonnaire. Donc ça s'étend à une façon extraordinaire. Et là, je travaille personnellement justement avec le Maroc, avec le ministère des Transports du Maroc. La solution, elle ne sera jamais dans des trams. C'est pas possible dans ces pays-là. C'est du bus, c'est du taxi collectif. Et d'ailleurs, ce qui me fait revenir alors pour la France,
tout à l'heure pour les voitures, je pense que c'est une ineptie de dire il faut que Peugeot et Renault fassent des petites voitures. Je pense qu'au contraire, il faut qu'ils fassent des grosses voitures de 8 ou 9 pour du taxi collectif, pour du covoiturage. Parce qu'en banlieue, parce qu'en périphérie, en campagne, ce dont on a besoin, c'est de faire du covoiturage qui amène sur une gare 6 ou 7 personnes, et ce n'est pas avec la petite voiture qu'ils le feront. Donc je pense que là, il y a un manque de réflexion très important. Sur le télétravail, moi je suis absolument opposé au télétravail. Si un patron arrive à faire du télétravail à son employé en France, ne vous inquiétez pas que demain il va le faire aux Marocains, et après-demain aux Indiens, et après... Moi je parle de travail délocalisé, c'est-à-dire qu'il faudrait que près des gares, il y ait des lieux où il n'y a pas que du télétravail, mais c'est même des lieux de réunion. C'est-à-dire qu'une équipe de travail d'une entreprise qui, au lieu d'aller traverser toute l'Île-de-France, se retrouve un matin ou une journée dans un lieu qui a été loué pour pas très cher, comme un hôtel. Et là, alors à ce moment-là, on rejoint les histoires de tickets. Tout à l'heure, on parlait des tickets. En Île-de-France, en Essonne et en Seine-et-Marne, il y a 3,7 millions de déplacements internes à l'Essonne et à Seine-et-Marne. Et il n'y a que 300 000 qui vont à Paris. Donc avant, il y avait des tickets de zone pour ces gens-là qui payaient que 40 €. Avec le pass unique qui passe à 65 €, on leur a augmenté de 50%. Et beaucoup râlent parce que du coup, on leur a augmenté de 50%. Et ceux qui ont diminué, c'est ceux qui allaient à Paris. Mais tous, c'était des travailleurs et pour qui l'employeur remboursait la moitié. Alors que ceux qui restaient sur leur zone, c'était la mère de famille, le retraité, le chômeur, à qui personne ne remboursait la moitié, et à qui on a augmenté de 50% le tarif avec le pass unique. Moi, je pense que la solution, ça va être une carte, un peu comme nos cartes de téléphone, où on pourra, même à terme, l'utiliser dans toute la France, et peut-être en Suisse, en Belgique, et on paiera en fonction de son utilisation, mais il y aura un maximum. Par exemple, on atteindra 70 €, après on voyagera gratuitement tout le reste de la semaine. Mais si on a fait du travail délocalisé, si on a travaillé que la moitié de la semaine, et si on n'atteint pas ça, il n'y a pas de raison de payer les 65 € du pass unique actuel. Donc des solutions dans l'avenir, il y en a plein. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, pour l'Autolib, si la SNCF l'a loupé, il faut quand même savoir que Bolloré avait mis 50 millions de pubs. Il savait qu'il allait perdre 50 millions pour faire de la pub et que dans le monde entier, on parlerait de sa voiture. La SNCF n'avait pas 50 millions à perdre pour faire de la pub pour la SNCF. Et après, sur la banlieue, il faut savoir qu'à Paris, sur les 4 arrondissements principaux, 75% n'ont pas de voiture. Sur Paris en général, c'est 50%. Mais sur la Grande Couronne, c'est 7% ont 3 voitures. Et 35% ont 2 voitures. Donc dans la mesure où on va faire, on pourra économiser une voiture, soit par du covoiturage, soit par de l'autopartage. Et on fait même de l'autopartage de particuliers. Il y a maintenant 3 ou 4 entreprises en Île-de-France où votre voiture, elle ne sert que 95% du temps. Non, elle dort 95% du temps, elle ne sert que 5%. Vous la mettez à disposition et vous avez des assurances qui vous prennent en charge, ne vous inquiétez pas s'il y a un problème. Comme ça économise une partie de votre voiture. Et vous faites du covoiturage comme il y en a sur l'autoroute qui va à Lyon vers Fontainebleau, où il y a un parking et après les gens prennent la même voiture ou le même car comme il y a à Brie-sur-Forge. Il y a à Brie-sur-Forge sur l'autre autoroute, il y a une station sur l'autoroute où on s'arrête et après il y a un bus qui prend le relais. Donc les solutions, elles vont se faire petit à petit, mais voilà, de toute façon, moi je pense qu'il y aura encore des voitures dans 20-30 ans. D'abord les voitures qu'on achète aujourd'hui, les gens les auront encore dans 20 ans. Ils ne vont pas les revendre. Donc il faut trouver des solutions de partage, comme c'est le titre là, des solutions de partage entre nous pour l'avenir. Peut-être un dernier mot de nos... Sur les TGV, j'ai encore une dernière chose. On est parti là, on ne l'arrête plus là. Ouais, non, mais parce que Jean-Pierre a dit il ne faut pas qu'ils atteignent 350. Moi, je pense qu'ils ne doivent même pas dépasser 250. Entre 280 et 350, la consommation d'énergie d'un TGV entre 280 et 350, c'est du simple au double. Et quand vous êtes dans un TGV qui va très vite, vous avez du mal à travailler. Alors qu'il faudrait un TGV avec des vrais espaces de rencontre, de travail, pas que du télétravail, mais de rencontre même. Et là, vous pouvez passer 1 heure de plus, une demi-heure de plus. Si vous avez gagné une matinée, ça vaut le coup. Une dernière réponse d'un de nos intervenants?
Après, on va être obligé de libérer la salle. Non ? Un dernier mot ? Un dernier. C'est conclusion. Conclusion. Ah oui, bah alors, non, mais c'est tout. Enfin, je pense que ce qui est intéressant dans ces débats transport, c'est qu'ils sont très larges. Hein, vous avez vu qu'ils sont très larges. Le sujet transport, bien sûr, il est complètement connecté à des sujets sociologiques, culturels, urbanisme, aménagement du territoire, développement des différents pays. Donc c'est un sujet passionnant. Je crois qu'il faut être humble. Enfin, j'espère que voilà, nous on est pourtant des praticiens, mais on est loin de dire qu'on a la vérité révélée. Et je pense qu'il faut beaucoup discuter. C'est une thématique qu'on n'a pas eue. Et n'oublions jamais d'associer les populations concernées. Je pense qu'elles sont aussi porteurs de bon sens. C'est elles qui connaissent leurs besoins. Et je pense qu'il faut à la fois voir loin, écouter François qui nous amène à voir loin, mais voir local aussi. Et c'est cette capacité à faire cette synthèse entre le long terme, le court terme, le macro et le micro qui nous fera trouver ensemble les meilleures solutions. Ben merci à François et à Jean-Pierre, parce qu'on peut les applaudir. Merci d'avoir joué le jeu de la prospective. Je pense qu'on a une vision un peu plus précise de ce qui nous attend pour 2020. Voilà.